Tradam l'a rappelé, le Niger est l'un des rares pays qui partage plus de 800 km avec le Mali. Et chaque fois, je le rappelle quand j'ai l'occasion, lorsque les djihadistes faisaient route sur Bamako et que les autorités nigériennes sont intervenues auprès des autorités françaises pour faire stopper l'avancée des terroristes sur Bamako, le président Issoufou en son temps a rappelé, il dit que la guerre au Mali, c'est une question de sécurité intérieure pour le Niger. Peut-être c'est ça qui justifie, pour eux justement, puisque c'est une question de sécurité intérieure pour le Niger, ils se donnent le droit peut-être de trop intervenir dans les affaires. Et je comprends un peu. En tout cas, le débat étranger, là, moi, je ne suis pas dedans. Mais, en tout cas, je considère que les Maliens sont dans leur bon droit de riposter, parce que c'est quand même des gens qui sont assez fiers. Et je suis désolé, ce n'est pas le Niger qui a fait intervenir les forces françaises en 2013, c'est Diankoundé qui a demandé, j'arrive, non, on peut faire le débat, c'est Diankoundé qui a demandé un appui aérien. Non, le Niger n'a pas... Oui. En fait, il y a une lettre... Non, c'est le Niger. On va dire ça. Oui, mais il y a quand même une lettre. Non, Diankoundé a demandé, il a officiellement demandé à l'armée française d'intervenir dans le cadre d'appui aérien. Et d'ailleurs, il a dit que nous n'avons jamais demandé la présence de forces terrestres. Oui, ça on l'a. Voilà. Donc, voilà. Mais moi, je vous dis, vous avez parlé, laissez-moi parler. Il faut me laisser. Non, il ne faut pas me perturber. Vous voyez, quand vous parlez là, non. Voilà, vous dites toutes vos choses. Ce que j'ai dit là, Diankoundé l'a répété. Ce n'est pas le Niger qui a fait intervenir les forces françaises. C'est faux. On va te donner l'information. Non, tu ne me donnes pas l'information parce que tu n'es pas mieux informé que Diankoundé. Diankoundé a dit, moi j'ai demandé un appui aérien. Je n'ai pas demandé... Voilà. On revient. En fait, l'un n'exclut pas l'autre. Non, il faut... Oui, tout à fait. En fait, l'un n'exclut pas l'autre. Allez-y. Voilà. Même si le Niger a demandé, c'est après que Diankoundé dit qu'il a téléphoné directement au président français. C'est pas vrai. Oh là là. Il y a une lettre, en tout cas, du Mali, des autorités maliennes, notamment... Écoute, on est dans un débat intellectuel où on est venu se battre. Non, donc tu as parlé. Ce que tu as dit là, est-ce que je le partage? Est-ce que je t'ai interrompu? S'il te plaît, arrête. Non, il faut arrêter. Quand tu fais dire non, je ne suis pas obligé de partager ton point de vue. Oui, absolument. Voilà. Et peut-être que tu n'es pas mieux informé que Diankounda. Diankounda a dit je n'ai jamais demandé la présence de forces terrestres. Absolument. Voilà. Mais là, il y a eu une lettre par la suite, mais je pense que... Mais attendez, docteur. Non, tu n'es pas mieux informé que les gens. Tu lis, on lit. Docteur, non, il faut arrêter. Non, mais laissez ça. Ce n'est pas un dialogue entre vous. Non, moi je... Docteur, en fait, laissez, Bouti, vous êtes le plus... Mais attends, c'est quand même un problème, c'est un débat. Tu as donné l'information. On replace les choses dans leur contexte. On replace pour que cette passion-là un peu redescende. En fait, ce que vous dites, ça se complète au lieu de s'exclure. Ce n'est pas des propos qui s'excluent les uns les autres. Effectivement, on a appris par après que ce sont les autorités nigériennes, notamment Mohamed Issoufou, qui est intervenu à un certain moment auprès de Hollande, n'est-ce pas, pour que la France réagisse à cet appel du Mali. Et on a appris par après qu'effectivement Diankoundé, pour rendre tout ça officiel, a écrit une lettre, une correspondance pour demander cet appui aérien. Tout ça a été confirmé. Après, ce que vous avez dit, effectivement, a été confirmé par Mamadou Issoufou lui-même et par François Hollande. Et la lettre dont on parle, les autorités actuelles du Mali, notamment le Premier ministre Tchogel, a bien dit que c'est vrai que Serval est intervenu sur la demande de Diankounda Traoré, sur la base d'une lettre. Mais dans cette lettre, dans cette correspondance, le Mali ne voulait pas d'une présence physique sur le terrain des militaires, que c'était juste une intervention aérienne. Maintenant, donc ce que vous dites et ce qu'il dit ne s'exclut pas, c'est tout à fait comme ça que cela s'est passé. Non, moi je pense que... On n'a pas besoin de... Oui, il faut revenir. Oui, non, en fait, c'est juste que le... Maintenant, s'il vous plaît... Oui, non, mais Bouti... Non, il faut remettre la parole. Mais attends, est-ce que c'est ça qui dit le débat? C'est pas toi quand même. C'est comme ça, chacun peut intervenir. Il n'y a aucun problème. Il faut le faire. C'est quoi le problème dans ça? C'est un débat. Sauf que c'est un débat, Bouti. Il faut pas... Oui, Bouti, quand même. Toi, tu es l'aîné. Il faut revenir. Revenez. Non, mais attendez, Bouti, vous n'êtes pas plus informé que nous. Voilà ce qui s'est passé. Non, je veux... Permettez-moi de le dire. En fait, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça qui s'est passé. Voilà, c'est ça qui s'est passé d'une manière... Oui, allez-y. Non, mais je préfère que vous... Que vous nous dites
partir de la position que vous occupiez, au moment où cela s'est passé. Non, allez-y. Non, mais ajoutez. Non, je n'ai une autre. Non, mais c'est mieux parce que vous. Non, mais toi, tu es quand même une personne institutionnelle qui te permet de confirmer. Vous comprenez que le débat que nous faisons. Oui, mais bien sûr, quand même. Oui, mais ça, je dis. Non, mais c'est un débat contradictoire. tu as résumé. Il y a eu lettre parce qu'il y a eu la lettre, effectivement. Je veux uniquement les faits. Oui, les Maliens. Oui, bien sûr, c'est nous. Qui a appelé le président Issoufou pour lui dire d'intervenir auprès de Hollande. Et maintenant, la condition, c'est de formaliser pour faire la demande. On peut confirmer, c'est ça l'information. Oui, sauf que tout ça, on l'a appris après. Oui, non, en fait, même la lettre, les Maliens ne voulaient pas de lettre. Parce que c'était désavoué pour eux-mêmes. Mais les Français aussi ne voulaient pas aller dans le vide. Pour qu'on ne les accuse pas de ce qu'on les accuse aujourd'hui. Donc chacun a pesé et la lettre est intervenue que quand les positions étaient pratiquement à 400 km, les djihadistes étaient 400 km, là, Niangouna a été forcé de faire la lettre et la lettre a été examinée. Sur toutes les contours, les mots ont été choisis et ça a été partagé à tout le monde avant que ça soit signé pour que finalement les Maliens, comme ça les Français interviennent au Mali. Donc et à ce niveau de notre débat, ce n'est pas la partie la plus importante. Voilà, donc ce n'est que... Ce qui nous occupe ici, c'est cette escalade verbale donc, entre autorités maliennes et nigériennes qui a conduit à ce à quoi on a assisté la semaine passée à la tribune des Nations Unies. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc on va continuer. Le journal La Nation a titré Abdoulaye Mega, c'est le nom du Premier ministre par intérim, donc du Mali, se fait remonter les bretelles sur le continent. Abdoulaye Mega se fait remonter les bretelles sur le continent. Et puis la roue de l'histoire, le journal La Roue de l'Histoire, la junte militaire malienne dans l'impasse. La junte militaire malienne dans l'impasse. Donc je suis en train de lire un peu les unes des journaux, parce que je vous disais que presque tous nos confrères ont titré sur ce sujet. Et le Canard en furie titre ces propos du Premier ministre malien qui agite la galaxie rose. Ces propos du Premier ministre malien qui agite la galaxie rose. Et puis l'enquêteur, le quotidien L'Enquêteur de sa parution du 27 septembre a titré « Discours du Premier ministre par intérim du Mali à la tribune des Nations Unies, la majorité dans l'embarras face aux attaques contre Bazoum ». La majorité dans l'embarras face aux attaques contre Bazoum. Et puis l'enquêteur encore, mais cette fois dans sa parution du 28 septembre, pour finir, le journal titre « Numéro d'équilibriste de Seyni Oumarou ». En parlant des réactions par rapport aux propos du Premier ministre malien, le journal titre « Numéro d'équilibriste de Seyni Oumarou ». Voilà, et donc nous allons tout suivre. Et je veux dire, c'est par choix. On n'a pas voulu, dans Presse Plus, revenir sur les propos du Premier ministre malien par intérim. Donc, de les diffuser tel que tout le monde a entendu ce qu'il a dit. Alors, qu'est-ce que Seyni Oumarou a dit? C'est l'une des voix, en tout cas à ce niveau de responsabilité, qui a réagi officiellement dans l'appareil d'État ici au Niger. Le gouvernement ne l'a pas fait, la présidence de la République non plus. Un de nos confrères parle même de la majorité qui est dans l'embarras face aux attaques contre Bazoum. La majorité réunie au sein de la mer ne l'a pas fait. Mais Seyni Oumarou, président de l'Assemblée nationale, a profité de l'ouverture de la session ordinaire, la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022, session budgétaire donc, dans son discours d'ouverture pour placer quelques mots par rapport aux propos du Premier ministre malien, voire un peu plus. Je propose donc de suivre cet extrait de M. Seyni Oumarou. Je veux le réaffirmer ici. Le peuple nigérien souverain a choisi en toute responsabilité ses dirigeants à travers des élections démocratiques. Tout mépris à l'égard de ceux-ci doit être forcément compris comme du mépris à l'égard de tous les Nigériens. C'est pourquoi nous déplorons et condamnons les propos tenus récemment par le Premier ministre par intérim du Mali à la tribune des Nations Unies. Ne l'oublions pas,
Les peuples nigériens et maliens sont unis par des relations séculaires, faites de fraternité et de liens tissés par l'histoire et la géographie. Dès lors, il s'impose à tous nos dirigeants, en particulier ceux du Sahel, un effort de dépassement de soi, afin d'éviter en toutes circonstances des invectives et polémiques inutiles. Pour aller plus vite, c'est la réaction de quelques acteurs de la société civile. On a vu sur les réseaux sociaux des acteurs civils qui ont envahi la toile pour chacun y aller de sa réaction, et même quelques acteurs politiques qui n'ont pas réagi officiellement ou à travers les structures, mais des interviews ici à gauche, à droite, des publications sur la toile, Facebook, WhatsApp, Twitter, etc. Et là, c'est des réactions au micro de Bonferré Télévision que je propose de suivre avec notre camarade de la rédaction, Haïdara Youssouf. L'héritage laissé par nos ancêtres qui consiste à ne pas répondre aux injures par des injures. La seconde relève de l'identité de M. Bazoum, l'étranger qui se réclame du Niger. Nous savons que le peuple nigérien, frère du Mali, se distingue par des valeurs sociétales, culturelles et religieuses très riches. M. Bazoum n'est pas un Nigérien, son comportement nous le reconforte. Ces propos tenus par le Premier ministre par intérim du gouvernement de la transition malienne du haut de la tribune des Nations Unies a vite suscité la réaction des Nigériens. Pour Siradio Issa, acteur de la société civile, la junte malienne a porté un acte gravissime pouvant affecter les relations diplomatiques entre le Niger et le Mali. Nous n'accepterons jamais, je dis jamais, que des individus s'en prennent publiquement à la personne du président de la République. Nous considérons que c'est une attaque contre le Niger et son peuple. Et désormais, notre réplique sera impitoyable. Ces militaires en mal ou en quête de légitimité aujourd'hui, à travers ces propos enfantins, démesurés, antidiplomatiques, anti-fraternité et anti-panafricanistes dont ils sont en train de prévaloir être, n'ont rien à voir avec le panafricanisme. Pour Abdoulaye Seydou, acteur de la société civile, également membre du mouvement M62, les propos du Premier ministre par intérim du Mali sont vexatoires pour tout Nigérien. Et c'est une occasion pour nos dirigeants de se concentrer sur la situation du Niger. C'est quand même la tribune des Nations Unies que par un certain nombre de choses, on donne l'opportunité à une autre personnalité d'exprimer devant le monde entier réuni aux Nations Unies pour dire que le premier des Nigériens n'est pas Nigérien, qui qu'il soit. Et ça doit vous sentir, ça doit vous faire mal. Et vraiment, ça nous a fait mal qu'on ait donné l'opportunité d'arriver à cela. Mais je pense que cela doit interpeller nos dirigeants. À se dire que, au fait, ce qu'on ne veut pas, qu'on vous fait, il ne faut pas le faire aux autres. Et nous appelons également aux autorités maliennes de mettre de l'eau dans leur vin et qu'on réfléchisse, voir comment est-ce que nous allons transcender ces difficultés-là et départir de ces forces obscurantistes qui sont en train de faire en sorte qu'il n'y ait pas de possibilités de confiance, de collaboration entre le Niger et le Mali dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Les propos tenus par le Premier ministre par intérim du Mali fait suite aux propos tenus par le président de la République, Bazoum Mohamed, dans l'entretien accordé à France 24 et RFI, où il parlait du comportement de la junte militaire sur la gestion de la question sécuritaire, mais aussi vis-à-vis des autres pays de la CEDEAO comme la Côte d'Ivoire. Donc voilà quelques réactions que cela a suscité, il y en a beaucoup, mais ça donne quand même une idée de ce que ça, ça a alimenté, alors là, vraiment alimenter les propos, les discussions, les débats et les causeries ici. Oh mais Abdraman, moi je veux bien que les gens comprennent une chose. Ça a commencé où? Où est-ce que ça a commencé? Qui a commencé?
La crise, là, ça touche combien de pays? Est-ce qu'on a entendu une seule fois un pays sortir s'en prendre de manière systématique, comme d'ailleurs les Français? Parce qu'aujourd'hui, les sentiments pour les Maliens, c'est que le Niger est en train de vouloir soutenir la France. Aider la France, défendre les positions de la France. Voilà un peu le sentiment des Maliens. Les gens ont passé leur temps. À chaque fois qu'ils sortent, ils ont l'occasion de parler de la crise, on s'en prend directement à la jeune. Qu'ils ont pris le peuple en otage, que les manifestations qui se font là-bas, c'est des manifestations, c'est frélaté, c'est du patriotisme frélaté, tout ça. Tout le monde a entendu ça. Personne n'a réagi dans ce pays. En diplomatie, on doit savoir peser les mots. C'est une situation qui est là, qui concerne tous les 3 pays, si on fait l'extension jusqu'au Tchad. Mais pourquoi nous considérons que nous sommes beaucoup plus affectés? Nous sommes tous affectés par la situation. Ils ont poussé le Mali jusqu'à quitter le G5 Sahel. La dernière fois, j'ai vu, ils ont fait une réunion ici à Niamey pour dire il faut comment veut dire, réadapter ou réformer le G5 Sahel à partir du moment où le Mali a décidé de quitter. Ce n'est pas eux qui ont poussé le Mali dehors. Alors, tout ça là, les gens mettent de côté, parce que les Maliens ont attendu une occasion. Non. On peut considérer qu'au moment où il devait prendre la présidence du G5 Sahel, on leur a refusé la présidence. Alors, pourquoi les gens se plaignent aujourd'hui? Ils ont trouvé, pour moi, la tribune des Nations Unies n'est pas un lieu sacré. Parce que dans tous les cas, on voit les chefs d'État qui passent là. Quand c'est les chefs d'État africains, quand vous regardez la salle, il n'y a pratiquement personne. Personne. Chacun vient raconter ce qui lui passe par la tête. C'est juste un endroit exutoire là. Les gens viennent, ils racontent, chacun fait son blabla. Personne n'est là pour les écouter. Les grands débats, c'est quand ça concerne les questions comme la Russie, la guerre en Ukraine et tout et tout. Mais ce que les gens viennent raconter, chacun vient dire ce qu'il a envie de dire. Et tout le monde est content. Ça change quoi? Il est venu et ils ont estimé que c'est là-bas ils vont répondre. Et que maintenant, que les gens s'offusquent. Non. Ce que Sénat a dit, en diplomatie, il faut savoir sous-peser les mots pour ne pas choquer l'autre. Parce que le plus souvent, c'est les mots qui amènent la bagarre. Et vous poussez les gens jusqu'à leur dernier retranchement. Vous voulez qu'ils continuent à se taire? Ce n'est pas à vous de décider du sort de leur pays. On est dans une communauté, c'est vrai, mais ils savent ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas quand même des enfants. Alors, ce n'est pas à nous de leur dicter ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas à nous de leur dicter à quel moment il faut aller à des élections, des choses comme ça. La preuve, les sanctions et tout qui ont été imposées contre ce pays-là, est-ce que ça leur a empêché de vivre? Non, il faut que les gens se disent une chose. La diplomatie, honnêtement, ici, chez nous, sous ce règne-là, les gens, quand ils ouvrent la bouche, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut dire pour ne pas heurter l'autre, ou du moins la sensibilité de l'autre. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, ce que Sénat a dit, il a équilibré, bien évidemment. Il a partagé la poire en deux. Et il a reconnu qu'effectivement, il y a des excès dans les sorties de nos dirigeants par rapport à la situation au Mali, à la junte malienne. Et il a reconnu aussi que de l'autre côté, il y a eu un excès. Bon, que des gens sortent maintenant au niveau de la société civile, tout ça pour s'agiter, que voilà, il faut couper. J'ai entendu même un député dire il faut rappeler l'ambassadeur du Niger au Mali. Et j'ai entendu des gens dire en 70, quand il y a eu la famine au Mali, c'est nous qui leur avons amené à manger, ou 70 ou 72, je sais pas, c'était la famine de 72 là. J'ai entendu tout ce discours-là, des gens qui sont venus raconter du blabla, du n'importe quoi, sans savoir exactement même à cette période-là comment les choses se sont passées. N'est-ce pas? Mais il faut savoir raison garder, j'ai dit, quelque part. C'est que les gens, parce que c'est des bouts de feu. Il y en a parce que c'est des occasions pour certains, c'est une occasion, mais j'ai entendu même des gens dire qu'il faut organiser une marche de soutien. Une marche de soutien. Pardon. Moi, j'ai trouvé ça ridicule. Non, mais le premier ministre malien, quand il est retourné, on l'a bien accueilli. Mais là, ça a été, spontané. Non, là, ça a été spontané. Là, ça a été spontané. Quelque part, ça a été spontané. Non, mais l'accueil a été prévu avant. Mais non, mais ça a été prévu. Non, mais j'ai dit quelque part. Mais ici, on sait généralement comment les choses s'organisent quand ça s'organise ici. C'est pas cette espèce sonnante et trébuchante. Il faut mobiliser les gens pour montrer. Mais moi, j'ai dit, est-ce que ça en vaut la peine? C'est un incident.
Je pense que l'incident peut être clos sans qu'on vienne faire des grandes manifestations pour nous. Dans tous les cas, est-ce que Bazoum même a besoin de ça? Bazoum a déjà une majorité confortable. Voilà. Voilà. Déjà, bon, c'est une manière de se sucrer à travers cette affaire-là. Voilà un peu moi ce que j'ai compris dans la démarche ou dans ces projets. Alors absolument, merci. Mais en fait, si on voudrait repréciser les choses, effectivement, c'est un incident, comme l'a dit Ousseini, mais qui a ébranlé, n'est-ce pas, presque tout le monde. Et la majorité dans l'embarras face aux attaques contre Bazoum, c'est vrai, on n'a pas vu de réaction officielle ou de réaction coordonnée, tout le monde est parti dans ce sens. Et certains acteurs de la société civile, comme il a dit, ont voulu profiter pour monter au créneau ou pour se faire voir pour telle ou telle autre raison. On aurait pu organiser une réaction beaucoup plus officielle qui porterait peut-être du point de vue diplomatique, du point de vue politique, qui pouvait avoir plus de portée. Bien évidemment, mais comme on a dit tous ici, chacun, c'était un milli-mélo sans organisation aucune, chacun s'est senti en devoir de réagir pour telle ou telle autre raison. Moi, personnellement, je disais que quand même, l'État et le gouvernement doivent marquer le pas pour le bon, puisque c'est vrai, dans l'absolu, on a dit ici que nous avons poussé le chemin trop loin, sans aller dans le sens où eux ils sont partis, mais puisque quand un Premier ministre délégué par son pays, représentant donc le président, son président à la tribune des Nations Unies, dénie le droit d'être un citoyen, un chef d'État en exercice, ça veut dire que pour eux, le Niger, c'était un de nos titres, le Mali a proclamé une vacance de pouvoir au Niger. Parce que quand il dit que le monsieur n'est pas nigérien, ça veut dire que pour lui, il n'y a pas de président au Niger. Et c'est dans ce sens que j'écrivais que le gouvernement doit au moins, pour marquer le coup, rappeler son ambassadeur ou faire partie celui d'ici. Au moins pour que les deux États réfléchissent et reviennent sur une table de discussion pour que chacun maintenant s'excuse, parce que c'est une sorte de passion que chacun a eue à un moment donné. Mais bon, peut-être qu'il y a eu beaucoup plus de sagesse maintenant, et que moi j'espère que c'est le dernier incident en tout cas, du genre qu'on aura entre nos deux pays, les deux parties. Bon, je ne pense pas, Pradam, que les autorités maliennes puissent déclarer la vacance à la tête de l'État du Niger. Nous avons notre constitution qui prévoit la vacance du pouvoir. Il a dit, oui. Non, j'ai compris. Non, vous avez dit que les Maliens ont déclaré la vacance comme s'il n'y a pas un chef d'État. Non, mais c'est ce qu'il a dit. J'ai écouté. J'ai écouté comme ce qu'il a dit. C'est parce qu'il a parlé de la vacance des autorités. C'est-à-dire qu'à travers les propos du premier ministre malien, c'est comme s'il n'y a pas de président. Il dit qu'il a déclaré. Justement, c'est ça qu'il dit. Il a parlé de la vacance. Moi, je suis en train de dire la vacance, sur le point de vue du droit interne, il y a une procédure pour déclarer. J'arrive. Je comprends ce que vous voulez dire. Non, je veux t'arrêter. Je ne veux pas qu'on fasse une citation sur ça. J'ai dit, quand quelqu'un dit qu'il ne reconnaît pas, s'il ne le reconnaît pas comme président, ça, c'est pas un problème. C'est pas qu'il ne reconnaît pas. Non, attends, s'il te plaît. Non, s'il a dit que ce n'est pas le président du Niger, c'est pas un problème pour moi. Mais quand tu dis que tu ne reconnais pas le monsieur, il a dit que Bazoum n'est pas nigérien. Que monsieur Bazoum réclame du Niger. Monsieur Bazoum. Et vous l'avez révélé. Il n'a pas dit le président. Voilà. Donc voilà. Non, c'est ça que je suis en train de dire. Je dis donc que ça veut dire que pour lui, il n'y a pas de président au Niger. Non, c'est pas du tout. Mais justement, si on... Donc tu vois... Non, mais un problème. Donc puisque... Non, il n'y a pas de problème, on évolue. Comme ça, vous savez, moi je pense qu'on fait un débat éclairé. Voilà, mais justement, c'est l'éclairé. Moi, c'est ça ma compréhension. Non, c'est mieux, justement. Ok, d'accord. Moi, je pense qu'il faut... Quand vous dites qu'à travers les propos qui disent que M. Bazoum n'est pas un Nigérien, pour vous, c'est une sorte de déclaration de vacances de poste à la tête de l'État du Niger où Bazoum est Nigérien, c'est ce que j'ai dit. Non. Chez nous, ce n'est pas lui qui va dire que c'est les Nigériens qui ont élu Bazoum, c'est pas Abdoulaye Mega, encore moins le peuple malien qui l'a élu. Jusqu'à preuve de contraire, Bazoum est le président de la République du Niger. Et du reste,
le débat sur la question de la nationalité de Bazoum a été fait au Niger. Ça a été fait au Niger, c'est ce qu'il a entendu et il a dit. Et c'est pour ça que j'ai dit, puisqu'il est parti en tant que représentant légitime du peuple malien, qu'il a pris la parole à la tribune des Nations Unies, de la même façon, le président Bazoum est parti en tant que représentant du peuple nigérien et il a pris la parole. Il peut y avoir des attaques du point de vue un peu personnel, mais pour moi, l'attaquer sur la tribune des Nations Unies et ne même pas dire président de la République, c'est ça que j'ai trouvé discourtois de sa part et c'est en marge de la courtoisie internationale. Ça, je l'ai dit. Et maintenant, l'autre chose, pour moi, c'est un débat et comme Bounty l'a dit, pour lui, ça ne mérite pas d'être fait parce qu'on l'a fait dans ce pays. Et aujourd'hui, beaucoup de gens jubilent. Pourquoi les Nigériens jubilent? C'est parce que ceux qui ont contesté cette nationalité, pour eux, voilà, quelqu'un qui confirme ce qu'il dit et il se retrouve, c'est un point de vue de tout le monde. Pour nous, c'est tout là, c'est derrière nous. Jusqu'à preuve de contraire, il est le président de la République. Mais c'est pour ça que j'ai dit qu'ils ont raison de le faire quand ils trouvent qu'ils ont acculé. Mais il y a toute une histoire parce que souvent dans l'analyse, on oublie un peu ce qui nous a amené à tout cela. C'est ça un peu véritablement le problème. Et moi, pour le juriste que je suis, ça propose le problème de la nation. Ça n'existe pas une nation au Niger. La nation nigérienne reste à construire. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un de l'extérieur, il attaque quelqu'un qui pose des actes au nom de votre nation, qui est le président de la République. Les gens jubilent et ça pose un véritable problème. Le président Diori, en son temps, a tenu un discours quand même expressif de ce qu'est la nationalité. Et véritablement aujourd'hui, parce que tout simplement, il y a des divergences politiques. Je pense qu'aujourd'hui, toute la classe politique est interpellée. C'est cette fracture politique, en tout cas du point de vue de la divergence, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens se retrouvent dans toute prise de position, quelle qu'en soit la justesse, les gens se positionnent en fonction vraiment des intérêts politiques autres. Je pense que c'est ça qu'il faut éviter. Et quand Hussein dit qu'il entend les gens dire qu'il faut organiser des marches de soutien à Bazoum, il trouve que c'est comment c'est déplacé. Mais le peuple malien, pour montrer justement, et ce que Abdoulaye Maga a fait du haut de la tribune des Nations Unies, les engage, ils ont préparé justement un accueil de grand jour pour Abdoulaye Maga. Et l'année passée, quand Choguel Maga a tenu des propos, justement, un discours aussi, on lui a réservé un truc de grand jour. Mais justement, si on a une véritable nation, justement, les Nigériens peuvent également le faire pour montrer que Abdoulaye Maga, c'est notre président, il est le président de la République. Mais comme les gens sont divisés sur le plan politique pour telle ou telle raison, mais justement, moi je salue la position de l'État du Niger, on n'a pas à suivre justement ça, puisque les relations sont au-delà des dirigeants qui sont éphémères, qui passent, c'est les nations, c'est les peuples qui s'unissent. Et je pense que c'est important que le peuple nigérien soit aux côtés du peuple malien, y compris les autorités actuelles ne doivent pas suivre justement ces propos un peu déplacés, passionnés du Premier ministre par intérim et continuer justement à œuvrer pour que le Mali retrouve son intégrité territoriale, la sécurité revienne au Sahel et qu'il y ait le retour rapide à l'ordre constitutionnel normal. Je pense que c'est ça le plus important. Le reste là, ça c'est un débat que les gens ont fait, les gens tiennent à ça. Bon, ça, je pense que c'est un autre problème. L'histoire va nous édifier davantage. Absolument. Sauf que, docteur, 30 secondes. Tu n'as pas contredit ce que je dis. Parce que toi-même, tu as soutenu qu'il a dit, M. Bazoum, il ne l'a pas dit. Or, le président Bazoum est parti au nom de l'État du Niger. Non, attends, s'il te plaît, laisse-moi finir. C'est pourquoi je lui ai dit, lui, dans son esprit, et ça n'engage que lui, je n'ai pas dit que je le soutiens, j'ai dit, lui, dans son esprit, le Niger n'a pas de président. Et c'est pourquoi tu vas confirmer ce que j'ai dit, parce qu'en disant, oui, tu as dit qu'il a dit M. Bazoum, il n'a pas dit M. Non, je ne vais pas confirmer, moi. Il ne peut pas Non, en fait, c'est justement, en réalité, c'est juste pour lui faire mal, c'est pour ça qu'il a fait ça. Non, quand tu parles de la vacance, moi je parle de la notion juridique de la vacance. C'est ça que vous voulez. Mais ça, je dis pour lui. C'est pas pour nous, c'est pas pour toi et moi ou bien ici sur le plateau. Pour lui, tel qu'il a dit, ça veut dire qu'au Niger, il n'y a pas de président. C'était voulu. C'était l'effet voulu. C'est une interprétation. Il n'a même pas mis comme ça, la présidence. Il n'a pas dit Monsieur le Président ou Excellence, Monsieur. Parce que tous les autres, c'est Excellence. Mais il a dit Monsieur Bazoum. Non, ça, c'est pas un problème. C'est-à-dire que moi, je pense qu'à mon avis. Non, c'est un problème. C'est un problème. Parce que moi, je pense que c'est un débat qui n'a pas sa raison d'être. Franchement, docteur, il faut arrêter ça. Que Bazoum soit nigérien ou pas,
On a fait le débat ici pendant les élections. Moi, je pense qu'il faut arrêter. Maintenant, que les gens aient profité de la tribune des Nations Unies. Vraiment, moi, je pense qu'il faut. Parce que ça, là, c'est comme si nous sommes en train de raviver des choses qui sont déjà enterrées. Nous sommes tous étrangers. Moi, je suis étranger, en tout cas. Moi, je considère que ce débat, ce qui concerne Bazoum me concerne parce qu'on est pratiquement dans la même situation. C'est pourquoi je suis très gêné. Toi aussi, tu es obligé. Voilà, donc il faut arrêter. Nous, en dehors du plateau, c'est soit mon cousin ou mon neveu. Voilà, donc, voilà. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que nous ne sommes pas plus proches des Maliens que les Sénégalais, puisqu'eux, ils sont venus même aux indépendances ensemble avec les Maliens, dans le cadre de la fédération. Mais qu'est-ce que les Sénégalais ont fait? Ils se sont tués. Quand ils ont constaté qu'avec l'embargo, là, ils étaient en train de perdre, ils ont tiré sur la... Ils ont dit non. En quelques mois, ils ont perdu plus de 120 milliards rien que sur la base des transits. Donc, eux, ils sont partis sur cette base et ils ont envoyé le président Macky. Macky est venu, il dit, les militaires maliens, là, il faut les écouter. Il faut les écouter parce qu'apparemment, ils ont des idées, voilà. Moi, je pense que, sincèrement, il faut clore ce débat. Rappeler notre ambassadeur, ça ne réglera pas le problème. Désormais, il faudrait que notre diplomatie sache quoi dire dans des circonstances précises. Et je pense que nous n'avons même plus de diplomatie, si vous avez constaté. En tout cas, les Maliens sont partis avec toute une cohorte de diplomates, alors que au moment où le monsieur la prenait, il prononçait son discours, on n'avait que 2 représentants qui étaient en train de tripoter leur téléphone. Donc moi je pense qu'il faut que les gens sachent que les relations entre États là, ce ne sont pas des relations entre personnes. Il y a, quand il s'agit de relations diplomatiques, il y a des propos qu'il ne faut pas tenir. Sincèrement, moi je pense que ce débat-là, il est clos, il est définitivement clos, il faut arrêter. Maintenant, nous nous immiscer en profondeur dans les... Regardez, moi je ne comprends pas. Dans le même temps, nous condamnons les Maliens, et de l'autre, nous sommes en train d'adouber le fils d'Ébi. C'est ce que je ne comprends pas, moi. En tout cas, dans son cas, il y a même eu crime. C'est son père qui a été tué. Mais les gens sont en train de l'adouber. C'était le président réélu, pratiquement presque réélu. Oui, le jour de la proclamation des résultats, il était revenu de Brazzaville. Au lieu de passer la nuit à N'Djamena, il a continué sur le terrain. Il est allé se faire tuer. Mais on ne remet pas en cause la légitimité de ce petit-là qui, en une année, est passé de général de brigade à général de corps d'armée. Il va finir sûrement sa vie maréchal. Mais on ne le condamne pas, on est en train de... Moi, je pense qu'aujourd'hui, la situation... Après le dialogue national, nous sommes dans une situation où, franchement, il faut taire toutes ces divergences-là pour essayer de combattre de manière efficace le terrorisme. Le terrorisme est en train de gagner du terrain. Lui, il le sait, il ne peut pas se rendre à Dori. À l'heure actuelle, il faut qu'il contourne pour passer par Lomé et autres là. Je pense que, sincèrement, ce qui aujourd'hui doit nous préoccuper, ce ne sont pas ces considérations nationales ou communautaires. Ce qui doit nous préoccuper, c'est comment ramener la paix dans la sous-région. Voilà. Alors, il serait important puisque c'est notre premier soutien, mais on continue, on va l'épuiser, de revenir sur les propos, parce que c'était ça qui est au centre de tout ça, afin qu'on justifie les propos du président de la République au cours de cette fameuse interview qu'il a accordée à France 24 et à RFI, des médias français, donc à marge de la session de l'Assemblée générale des Nations Unies, deux extraits ici sur le Mali. Le premier, c'est par rapport à la situation sur le terrain de la lutte contre le terrorisme, notamment dans la région de Gao et Menaka, que le président a voulu commenter. Je propose de suivre ce premier extrait. La situation dans la région de Menaka s'est totalement dégradée depuis le départ de Barkhane. Depuis la fin du mois de mars, les terroristes ont conquis des territoires encore plus vastes, ont tué plus de personnes et ont créé une tension entre les communautés comme cela ne s'est jamais passé. Les forces armées maliennes serraient à Menaka, elles y serraient avec leurs supplétifs russes, mais je constate que cela n'a pas empêché que la situation se dégrade davantage. Mais vous utilisez le conditionnel parce que vous n'êtes pas sûr qu'elle y soit.
Non, elles sont à Ménaka. On dit qu'elles sont avec les Russes. Ça, j'utilise le conditionnel. Et qu'elles soient là-bas avec les Russes ou qu'elles soient sans les Russes, la situation à Ménaka s'est dégradée. La situation à Gao aussi est en train de se dégrader. Et jamais la tension entre les communautés Peul et Touareg n'a été aussi vive qu'aujourd'hui. Et il y a des risques de massacre. Ouais, mais moi, j'aurais bien aimé, parce que bon, c'est d'accord, on est en train tous de vouloir lutter, en tout cas, on fait des efforts en synergie pour lutter contre cette, comment vais-je dire. Et quand on entend ici parler du Mali, on a comme l'impression qu'il est même mieux informé et tout, que les autorités même maliennes et tout, n'est-ce pas? C'est des situations que nous-mêmes nous vivons ici. Quand vous prenez pratiquement toute la bande nord de la Berry là, d'abord, les conflits, c'est ici que ça a commencé. Des gens venaient prendre des troupeaux qui convoyaient jusqu'au Mali pour vendre, n'est-ce pas? Maintenant, il parle de Ménaka, il parle de, comme on avait dit, et dans une suite, à la suite de son intervention, quand la question lui a été posée, il dit non, c'est pas possible, il ne peut pas menacer, à partir de Ménaka, il ne peut pas menacer le Niger. Le Niger, c'est une espèce de, comment dire, bastion imprenable, n'est-ce pas? Mais pourtant, ils sont là, ils font des choses dans ces zones-là. Il y a une accalmie, j'ai discuté avec récemment un responsable de la zone qui me dit, bon, l'accalmie est due au fait que, bon, avec la saison de pluie, la mobilité n'est pas facile. Eux-mêmes peuvent se retrouver confrontés, comment dire, à des obstacles quand ils veulent. C'est ça qui explique un peu cette accalmie qu'on est en train de vivre là. On est en train de sortir de la saison de pluie. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce que les attaques reprennent, bien évidemment. Parce que ici, avec la saison et tout, il y a des coris, il y a des obstacles naturels qui apparaissent et tout. Bon, moi j'ai dit quelque part, vraiment, quand on doit s'exprimer sur cette crise-là, d'accord, il faut s'exprimer de manière globale, mais il faut d'abord se concentrer sur ce qui se passe chez soi. Il faut dire ce qui se passe chez soi-même. Avant de vouloir, parce que quand vous parlez de l'autre, c'est comme si, bon, ils sont irresponsables, ils sont incapables. Quand vous les entendez parler de l'armée malienne, c'est comme si, bon, l'armée malienne est à un niveau où elle ne peut plus rien garantir, elle ne peut plus garantir aucune sécurité dans ce pays-là, n'est-ce pas? Oui, on sait comment les Maliens ont été contraints de dire aux Français de quitter. Quand ils sont arrivés pour pouvoir stopper la progression des forces djihadistes, on a vu ce qui s'est passé à Kidal. Quand les Famas voulaient rentrer à Kidal, ils ont dit non, c'est pas possible. N'est-ce pas ce qui s'est passé? Et les gens sont restés là-bas, les Maliens n'ont pas pu, l'armée malienne n'a pas pu accéder à Kidal jusqu'à ce que Barkhane quitte le Mali. Et il fait le lien, ici, c'est tout à l'heure ce que j'avais dit, il fait le lien, il dit depuis le débat de Barkhane, la situation s'est fragilisée. Mais même quand Barkhane était là-bas, la situation était déjà totalement fragilisée. Parce que les Maliens ne pouvaient pas aller dans certaines zones. Ils ont relevé ça, les Maliens. Quand les avions veulent décoller, on leur empêche de survoler. Alors, pourquoi? Vous êtes venus m'aider. Voilà un peu ce sentiment que nourrissent les Français. Parce qu'ils ont l'impression que les autorités nigériennes sont, comment dirais-je, les porte-voix de la France, qui est en conflit ouvert avec le Mali. Depuis que le Mali leur a demandé, ou les Maliens ont demandé à ceux qui s'en aillent. Et la preuve, le point de chute a été notre pays. Et on sait dans quelles conditions ils sont arrivés, n'est-ce pas? On sait dans quelles conditions, contre la volonté d'une frange importante de la population nigérienne, ils sont là. Absolument. Alors, tout ça, on n'en parle pas. Et on a tué, on dit, bon, dans le même discours, ils disent, c'est marginal, les gens qui manifestent, qui demandent à ce que les Occidentaux s'en aillent, les troupes étrangères s'en aillent, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ce que les populations demandent, c'est la sécurité. Mais c'est la sécurité que tout le monde demande. Merci. Mais les gens, s'ils sont convaincus qu'effectivement, comment dire, à l'épreuve des faits, ce qu'ils ont constaté au Mali, 9 ans de présence de la France, ça n'a pas pu ramener, ça a plutôt contribué à dégrader la situation. Et c'est ça la hantise aujourd'hui des Nigériens qui pensent que cette présence française, ça va plus nous attirer peut-être des ennuis que de ramener durablement. Parce que si c'est pour venir faire comme ce qui s'est produit au Mali, ça n'a pas de sens. Absolument, absolument. Merci Hussein. Alors, avant de continuer, puisque on est très en retard sur le conducteur à cause des discussions qui ont entraîné à longueur malheureusement, mais je propose de suivre ce deuxième extrait
donc, dans cette interview de M. Bazoum Mohamed aux deux médias français, ici par rapport à la présence ou à la rétention des 46 militaires ivoiriens sur le sol malien. Je ne peux pas répondre à cette question. Je déplore le fait que ces soldats de Côte d'Ivoire aient été arrêtés par les autorités du Mali. Je trouve ça totalement absurde. Les propos à l'occasion de nos réunions de la CEDEAO du président Ouattara résonnent encore dans mes oreilles. Il parle du Mali avec beaucoup d'affection. Et il a été pour beaucoup dans la levée des mesures de sanctions prises par la CEDEAO. Alors que vous étiez plutôt contre, vous. Je constate aujourd'hui qu'il est payé par l'ingratitude de ceux qui ont tiré profit de cette décision de lever de l'embargo à laquelle le président Ouattara avait grandement contribué. Il s'estime trahi? Oui, je considère qu'il a été trahi, moi aussi. Par rapport à quoi? Par rapport à ce premier élément ou... Les deux, parce que c'est peut-être les extraits ou les interventions du président Bazoum qui ont, semble-t-il, fait réagir le Premier ministre par intérim malien, et surtout que ces propos, enfin, cette interview a été réalisée à New York, même, donc en marge de la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Oui, c'est très possible, parce que par expérience, je sais que les discours... il n'est bon que quand il est prononcé. À tout bout de champ, on peut le retoucher. Mais pour revenir à ces propos, vous savez, on a l'impression que pour avoir été longtemps ministre de l'Intérieur et pour avoir fait un focus longtemps, durant pratiquement les 5 ans, sur ce ventre mou du Sahel qui constitue les 3 frontières, le président Bazoum a énormément de canaux d'information sur la question, sur cette zone. Ce qui lui permet de dire certaines choses. Mais, comme on l'a dit, peut-être que ce sera le deuxième sujet comme vous l'avez évoqué, le problème qui se pose, c'est que malheureusement, il faut s'adapter à l'heure du temps. Et quand l'heure du temps n'est pas favorable, vous avez beau dire vos vérités, les gens comprendront autre chose. Peut-être un jour viendra où on va découvrir, c'est comme Galilée quand il disait que la Terre était ronde, personne ne croyait, et jusqu'au poteau il disait pourtant elle était ronde, et on a découvert après. Donc c'est un peu son problème au niveau de la restitution de certaines choses, lui. C'est le problème, pour dire le mot qui c'est au niveau de sa communication. On ne sait jamais, face à un micro, ce qu'il est capable de garder pour lui et ce qu'il est capable de restituer. Et parfois, c'est désastreux ce qu'il dit, effectivement. Le docteur Amadou Samon. Bon, moi je pense que c'est comme il a dit, en réalité, c'est vrai, moi je parle du postulat que les autorités nigériennes, le Niger se préoccupe plus de la sécurité ou de l'insécurité au Mali, parce que c'est une question de sécurité intérieure. Nous sommes très exposés, nous vivons les conséquences de la guerre du Mali. Donc je pense qu'on ne peut pas rester indifférent. L'autre chose qu'il a dit, c'est qu'il est sûr, ils ont des informations par rapport à la situation du Nord Mali, puisque c'est à partir du Nord Mali, on fait des incursions sur notre territoire. Aujourd'hui, Barkhane est parti. Maintenant, est-ce que justement l'armée malienne, les FAMA ont une maîtrise d'une bonne partie du territoire malien, en particulier le nord? C'est ça la question. Quand il parle de Menaka, il parle de Gao. Je pense qu'il y a à peu près 2 semaines, il y avait la commune de Tessi qui est tombée entre les mains de l'EGS. Donc je pense que véritablement, malgré le départ de Barkhane et l'arrivée des Wagner, de ce qu'ils appellent le supplétif russe, je pense que la situation sécuritaire n'est pas des plus reluisantes. C'est pour ça que je pense que c'est un enjeu géostratégique pour le Sahel où, au-delà de toute divergence circonstanciée, les gens doivent travailler d'un commun accord pour ramener la paix et la stabilité, non seulement au Mali, mais également au Burkina Faso et au Niger. Donc je pense que moi, de mon point de vue, c'est un peu cela. Il ne peut pas ne pas en parler par rapport à la situation du Mali, pour laquelle ils ont un certain nombre d'informations. Maintenant, c'est
de voir comment est-ce qu'il faut peut-être tenir certains propos, parce que bon, il y a une certaine fierté de l'autre côté où on pense que bon, aujourd'hui ils sont les plus nationalistes que les autres États, on a l'impression, mais au-delà, je pense que c'est un véritable problème où il faut vraiment gérer avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de tolérance, en tout cas les propos des uns et des autres. La question de Kidal, aujourd'hui, Barkhane est parti. Mais est-ce que Kidal est tombé dans l'escarcelle des Fama, du pouvoir de Mali? Je pense que non. Il y a à peu près une semaine, 10 jours, j'ai suivi que les MNLA a instauré un couvre-feu dans la ville de Kidal. Kidal constitue aujourd'hui une enclave sur le territoire malien. Donc tout ça, c'est des enjeux territoriaux vraiment pour lesquels je pense qu'aujourd'hui, les autorités maliennes ont besoin de l'aide de la communauté internationale pour justement réunifier le Mali, en tout cas défendre l'intégrité territoriale et en tout cas se préoccuper de la question des élections à venir. Absolument. Je voulais demander, rapidement. Kidal est devenu une espèce d'enclave, mais qui a favorisé ça? La France. Bien évidemment. Mais moi, vous me surprenez. Mais ça fait 10 ans qu'on fait le débat avec toi. Oui. Non, j'arrive. Mais attends. Laisse-moi finir. Non, j'arrive. Non, tu vas poser une question. Tu vas poser une question. Qui a protégé ce MNLA et tout? Oui, mais quand j'ai dit que Barkhane est parti, c'est parce que puisque Barkhane est parti, normalement les femmes doivent prendre ça, c'est parce que c'est Barkhane qui a empêché. Mais on l'a toujours dit. Pourquoi vous me surprenez quand vous j'arrive? Vous me surprenez. J'arrive. Non, Kidal a abrité les cérémonies de l'anniversaire de la proclamation de l'indépendance du Mali. Il y a eu ça au moins cette fois-ci. Non, c'est ce que je suis en train de vous dire. Arrêtez-moi, quand vous tenez certains propos, vous me surprenez. Arrêtez. C'est comme si, bon, c'est vous qui dites les choses et que moi, non, je suis désolé. Mais non, j'arrive. Non, quand vous me dites ça. Non, quand j'ai dit ça. Non, quand j'ai dit Barkhane est parti. Pourtant, Kidal est là. C'est pour dire, puisque c'est Barkhane qui empêche, c'est ce qu'on s'est dit. C'est Barkhane qui empêche aux Fama, justement, d'avancer pour aller n'importe où, pour survoler. Puisque aujourd'hui, Barkhane est parti. Mais jusqu'à aujourd'hui, Kidal est une enclave entre les mains d'eux. Mais c'est pas vrai ça? Moi, c'est de ça que je parle. C'est pas vrai. Voilà. Mais on sait. Mais c'est cette situation qui a créé que... Mais vous savez, une chose, c'est-à-dire qu'il ne faut pas refaire le débat. Moi, je pense que tout le monde le sait. Je l'ai toujours dit. La même résolution du Conseil de sécurité qui avait condamné justement l'avancée du djihadisme, c'est la même résolution qui a condamné la partition du Mali en ce que le MLA avait revendiqué le fédéralisme. Et c'était ça. Et à un certain moment, les gens ont préféré chasser les djihadistes et favoriser justement les MLA pour venir prendre Kidal, empêcher à l'armée malienne de venir. Ça, tout le monde l'a dit, ça fait presque 5 ans on en a fait ce débat. Le statut de Kidal n'a pratiquement pas changé. Exactement, ça n'a pas changé, c'est ce que j'ai dit. C'est les mêmes groupes armés. Après 10 ans, cette année, il y a eu quand même la célébration. Les autorités maliennes. Mais il y a un ministre malien qui est venu pour présider la cérémonie puisque le président s'est contacté. Ils ont fait la région. Oui, tout à fait. Une fois, le Mali et Kidal a eu ces cérémonies-là. Mais jusqu'ici, c'est les groupes armés qui organisent et certains aspects de la gouvernance là-bas. Oui, alors, docteur Mouti. Non, moi je me dis que moi je me dis que il a des problèmes de communication. Moi je pense que sincèrement c'est certain. Tu dis d'abord par rapport aux 46 soldats, tu n'as pas beaucoup d'informations, mais tu te prononces. Non. Hier j'ai lu un document où si le président sierra-léonais s'est précipité pour venir, c'est que c'est dans le lot il y avait des Sierra-Léonais, 2 ou 3, et il est venu dire aux Maliens, non, nous, on n'a rien à voir avec leur présence dans ces trucs-là. Donc, c'est vous dire que quand dans vous... des 46 soldats... Oui, il y a 2 ou 3 Sierra-Léonais. Bon, j'ai vu l'information là aussi, mais est-ce qu'elle est vérifiée? En tout cas, il paraît que les... Est-ce qu'elle est vérifiée? J'ai suivi, rien que ce matin, j'ai suivi RFI. Voilà. Quand il y a eu la délégation de la CEDEAO, on a fait venir 4 des soldats. Voilà. Pour les auditionner en présence des chefs d'État. Alors, oui, ça a été confirmé. Ça a été confirmé RFI ce matin. J'ai vu l'info, mais je n'avais pas... Même la télévision malienne a parlé de ça. Oui, mais encore que la télévision malienne... On considère qu'elle a un parti pris. Elle a un parti pris. Oui, elle a un parti pris. Oui, elle a beau avoir un parti pris. La télévision officielle, quand elle dit des choses... Oui, mais quand même, mais il serait toujours mieux d'avoir une version. Lui se précipite pour dire que ce ne sont pas des mercenaires. La réalité, c'est que ces gens-là, au départ, vous savez,
dans la précipitation, l'ONU n'a pas reconnu leur présence. Non, c'est pas l'ONU a fait une note. Voilà. Donc, même les Ivoiriens, oui, le chef d'état-major de des Pensy n'a pas reconnu que ce sont des... Le ministre de la Défense ne le savait pas. Après, la présidence a même fait un communiqué qui a été lu à la télé, là, pratiquement plus excusé. L'autre élément matériel qui gêne, c'est que les passeports de ces gens-là n'indiquent pas leur profession réelle. Voilà, parmi eux, il y a des commandos qui se retrouvent cuisiniers, menuisiers, et ainsi de suite. Moi, je pense que par rapport à certaines crises, il faudrait que nos autorités prennent la précaution de se taire. Si tu n'as pas l'information, cette histoire de Menaka là, si vous avez l'information que Menaka va tomber tôt ou tard, mais il faut demander aux Maliens maintenant de faire la jonction avec vous. C'est simple. C'est comme si on laisse les Maliens se battre seuls dans l'espoir de les affaiblir davantage. Non, si Menaka tombe, Ayuru va tomber, il ne faut pas se bercer d'illusions. Il a dit non, que ce n'est pas dans l'habitude des terroristes de prendre des villes. Mais les terroristes vont prendre des villes. Parce qu'il y a deux composantes ici. Si comment il l'appelle, Al-Qaïda, lui a vocation d'essayer de miser sur le temps, le groupe de l'État islamique, lui, va prendre des villes ou des villages. Dès qu'on va sortir de la saison des pluies, là, ils vont relancer. Vous avez vu, dès qu'il y a eu le coup d'État au Burkina Faso avant-hier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé l'axe entre Dori et Kaya pour dire qu'il n'y a plus de passage. Donc, moi, je me dis que, sincèrement, quand vous n'avez pas l'information, il ne faut pas intervenir. Tu n'es pas obligé d'aborder les questions de ces mercenaires-là. Tu n'es pas obligé d'aborder l'histoire de... Le Mali n'est pas une province du Niger. Il faut que ça s'arrête là. Ces gens, quand ils sont arrivés aux indépendances, même s'ils sont venus aux indépendances en même temps que nous, en tout cas, ils sont venus avec leur personnalité. Ce qui fait qu'ils sont venus avec leur monnaie. Ils sont venus avec, dans le cadre de la fédération avec le Sénégal, quand ils se sont rendus compte que Senghor était beaucoup plus proche des Français que leur vision, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont cassé la fédération. En plus de la coopération avec les Russes, là, on veut nous faire comprendre que c'est maintenant que ça... C'est faux. Dès les années 60, le Mali coopérait. Les avions de chasse maliens étaient de fabrication russe. La radio malienne a été un don du gouvernement soviétique de l'époque. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, on dit non, que ce sont des supplétifs. Alors que Poutine a dit, ce sont des soldats que j'envoie. Celui qui les touche, et il touche à l'armée russe. Donc moi je me dis qu'il faut faire attention. Et puis la France ne peut pas nous donner des leçons quant à l'utilisation des terroristes, des mercenaires. Ces mercenaires-là, la France les a utilisés où? En Irak. Les États-Unis. Vous avez vu, les États-Unis ne se prononcent pas là-dessus. Parce que les États-Unis, pendant l'occupation de l'Irak, c'est beaucoup plus appuyé sur des mercenaires que sur sa propre armée. Malgré les cris des Français, les Américains continuent à coopérer. Malgré les cris des Français, je crois que les Américains ont déjà fait un don de 44 millions de dollars dans le cadre de l'aide alimentaire au Mali et au Niger. Donc moi je me dis que sincèrement, quand vous êtes une autorité à un certain niveau, surtout le président de la République, franchement il y a des propos qu'il faut savoir. Et le problème c'est que dès qu'on tend le micro à Bazoum, il va dans tous les sens. Moi, je pense que ça ne nous grandit pas. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement sur le plan international la risée de tout le monde. Parce qu'on veut se montrer plus loyaliste que les Français. Pourquoi nous allons mener le combat à la place des Français contre nos propres frères? Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Nous menons le combat parce que la France, apparemment, a perdu la voie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous devenons les porte-voix des Français contre les Maliens. Nous n'avons rien. Oui, en fait, c'est le sentiment. En tout cas, c'est le sentiment au niveau africain. Que le Niger est devenu plus loyaliste que le roi. Plus loyaliste que le roi, c'est le Niger qui mène la charge contre le Mali. À quel titre? Quand on attend cette intervention, effectivement, je pense que sincèrement, il faut. Ils ont un problème de communication. On finit avec ce sujet par rapport aux relations. Maintenant, comment est-ce que cela va se passer? Est-ce que on va essayer des deux côtés d'essayer de normaliser la situation, de chacun mettre un peu d'eau dans son bain? Oui, en fait. Oui, mais en fait, ça n'a jamais été officiellement la position du gouvernement nigérien. D'ailleurs, le gouvernement nigérien officiellement n'a pas réagi. Donc, il laisse passer l'orage ou la tempête, si vous voulez. Alors, le journal Le Matinal, dans sa parution du 28 septembre, parle de relations Mali-Niger. C'est Bongo Yatsagi. C'est en langue locale, là, où ça. Relations Mali-Niger, c'est Bongo Yatsagi. Le nouveau républicain, donc oui, le nouveau républicain parle, le machocisme est-il un mal typiquement nigérien?
Non, un titre un peu compliqué. C'est les gens de titres que Husseini a. Non, pas c'est bon, ça là. Le machocisme est tellement typiquement nigérien. En termes plus clairs, est-ce que le Nigérien prend du plaisir à se faire mal lui-même? C'est un peu ça. Et alors, Le Monde d'aujourd'hui, l'autre hebdomadaire, pourquoi tout ce tintamarre autour d'une réplique? Pourquoi tout ce tintamarre autour d'une réplique? Et le Courrier qui titre « Des relations de voisinage mises à rude épreuve, de l'escalade au rabaissement ». Des relations de voisinage mises à rude épreuve, de l'escalade au rabaissement. Et puis l'enquêteur, enfin pour terminer, sa parution du 28 septembre, bras de fer Niger-Mali, une guéguerre ridicule entre deux pays pauvres. Bras de fer Niger-Mali, une guéguerre ridicule entre deux pays pauvres. Alors, on est tous d'accord que, bon, pour certains, notamment pour le docteur, c'est même pas un débat qui a lieu d'être mené. Les choses ont été dites, tout le monde les a entendues, etc. Les réactions ont fusé de partout, etc. Mais maintenant, est-ce qu'il ne faut pas revenir justement aux choses les plus sérieuses? Est-ce que ce n'est pas ridicule de continuer une guerre comme ça entre le Mali et le Niger? Et est-ce que, là aussi, il faut le reconnaître, donc la non-réaction du gouvernement du Niger et de l'État du Niger, est-ce que ça peut quand même arranger les choses? Moi, je pense, d'abord, il faut recentrer un peu, comme on veut dire, cette crise-là. Quand on observe un peu les choses, c'est que, en réalité, c'est une crise entre les autorités, pas une crise entre les populations elles-mêmes, n'est-ce pas? Entre les autorités nigériennes et un peu la junte. Parce que c'est les autorités nigériennes, à chaque fois qui sortent, c'est pour s'en prendre à la junte, n'est-ce pas? Je ne plus les appeler juntes. Mais non, bon, oui, de les appeler comment? Le gouvernement de transition. Bon, le gouvernement, oui. Bon, alors, mais de l'autre côté, ici, on les appelle junte, la junte militaire, la soldatesque et tout, n'est-ce pas? C'est ça qu'on dit. Non, bon, alors, c'est en France qu'il y a une junte. moi, je pense que... Voilà. Oui, mais, bien sûr. Mais à partir du moment où c'est cette junte qui incarne le pouvoir au Mali aujourd'hui, c'est les autorités maliennes. C'est elles qui décident de où conduire, dans quelle direction conduire le Mali. Alors, que des gens se permettent, moi je pense que ce débat-là, ça n'aurait pas dû avoir lieu, normalement. Normalement, les gens ont passé leur temps. Moi, j'ai dit, il faut que chacun mette de l'eau dans son vin. Quand il faut parler de la crise, il faut parler de la crise de manière globale. Mais indexer chaque fois, et incriminer souvent, pour dire, c'est parce que c'est eux, c'est à cause de ça. Et à chaque fois, on fait le lien avec le départ de Barkhane. Mais alors, vous acculez la personne. Vous voulez quoi? Que la personne trouve aussi un jour l'occasion de réagir. Ils se sont longtemps tus par rapport aux attaques, n'est-ce pas? Bon, maintenant, ils ont répliqué, ils ont fait l'attaque. Oui. Nous aussi, on s'est tués. Donc, mais je pense que l'escalade doit être... Non, on doit se dire, bon, match nul. On s'arrête. On s'arrête. Et puis, on essaie de voir dans quelle mesure on va essayer de créer les conditions pour que... Il faut faire revenir. Parce qu'il ne faut pas pousser l'autre. Il ne faut pas. On est dans un contexte où tout le monde, on a besoin de tout le monde. Cette crise-là, ça n'affecte pas. Parce que souvent, quand les gens disent, moi, c'est de ça, au début, on nous a toujours martelé que ceux qui viennent attaquer sur le sol nigérien, ceux qui viennent du Mali. Au départ, peut-être c'était vrai. Ce qui n'était pas faux. Non, au départ. Oui. Mais aujourd'hui, moi, je suis convaincu que la zone des trois frontières, là, il y a toute une bande. Ça fait combien de kilomètres qu'il y a Tradam? Alors, surtout, comment on appelle ça, ce machin, le parc du W jusqu'à... Alors, est-ce qu'on ne peut pas... Il partit chez nous. Moi, je dis, ils ne viennent pas de loin pour s'en prendre aux populations. Ceux qui sont là, en tout cas, il y a une partie qui s'est retranchée par là, il y a une partie qui s'est retranchée vers le Mali, vers le Burkina aussi. Quand on dit, parce que moi je vois mal des gens venir en moto en parcourant des centaines de kilomètres pour venir attaquer des localités et pouvoir retourner avec tout ce qu'il y a comme, comment on appelle, appui
fictif. Parce qu'on dit que les drones, on a entendu dans ce pays, avec les Américains, avec les Français, avec les drones, les gens vont avoir beaucoup plus d'informations pour pouvoir contrer les attaques et tout. Mais les drones sont là. La question principale aussi. Oui. Oui. Vous êtes en train de glisser. Oui, mais je vais glisser, mais alors, la question principale, c'est quoi? Il faut mettre fin à ça. Moi, je pense. C'est pas la peine de tirailler. Il y a eu un incident. Oui, merci. On ne sait plus, il faut que quelqu'un fasse le premier pas. Et dans cette situation présente, c'est aux Maliens de le faire ou c'est aux Nigériens de le faire? En fait, c'est un peu l'explication de Sebongo Assaye. Vous savez, à une époque, quand le PNDES, et notamment son leader de l'époque, Issouf, était un opposant fervent, il disait que Sebongo Assaye, que le docteur a complété, c'est pour dire qu'on doit rester unis. Et c'est ça l'explication. Je disais dans ce papier que, puisque chacun maintenant a eu pour son grade, pour son matricule, il est temps que nous tous, on s'assied pour composer, puisqu'on a les mêmes ennemis. On a des ennemis naturels, qui est la sécheresse, nous sommes dans une zone qui est le sous-développement, et maintenant on a un ennemi circonstanciel qui s'appelle le terrorisme. Donc il faut, voilà, il faut donc il faut un ennemi entretenu. Oui, d'accord, mais pour le moment en tout cas c'est ça qu'on observe. Donc on a intérêt tous à enterrer nos divergences pour s'entendre, pour que cet ennemi qui nous empêche, qui nous a mis dans cette position. Parce que s'il n'y avait pas le terrorisme, il n'y aurait pas eu toute cette passe d'armes. Donc tout ça, il faut qu'on mette ça de côté et puis réfléchir comment rebâtir nos relations et partir sur de nouvelles bases. C'est pas à X ou Y de faire le premier pas. Ici, les gens sont des élus, c'est peut-être à eux qu'il faille indiquer la voie à travers le mécanisme régional qu'ils ont ou à travers des relations bilatérales. Toutes les possibilités sont offertes pour moi. Ou les sociétés civiles des pays. Les sociétés civiles, ce n'est pas des États. Non, je dis, le problème pas. Ça peut toujours commencer par là. Non, il y a eu même des démarches autres. N'eût été cette interview, ce fameux discours des Nations Unies, il y a eu beaucoup de démarches des ressortissants maliens ici et des ressortissants nigériens. Ils devaient faire un truc ensemble ici à Bamako, ici à Niamey, je crois, c'était hier ou le 1er octobre, normalement, et à Bamako la semaine qui suit. Pour vraiment dire que nous, les peuples, on est... Mais avec cette crise ouverte, c'est ça qui a mis un peu... qui a dulé cette initiative. Bon, j'espère que ça va repartir sur de nouvelles bases. Oui, docteur, vous en pensez quoi? Bon, pour moi, il n'y a rien eu, puisque ça n'a aucune incidence sur les relations diplomatiques. Donc, aucun des deux États n'a officiellement dit il remet en cause les relations. Donc, les gens spéculent, chacun va dans son sens, les gens jubilent. Mais officiellement, la preuve, comme on l'a dit, l'État du Niger n'a pas jugé utile de réagir. Les gens ont appelé à faire ceci, cela. Mais je pense qu'au-delà de ces contingences-là, en réalité, c'est les relations séculaires entre le peuple malien et le peuple nigérien. Pour moi, il n'y a pas péril à la demeure. En tout cas, non, il n'y en a pas du tout. Parce que ni le Mali où le Premier ministre a tenu ce propos qui a été cautionné par son peuple, n'a pas dit que bon, nous, à partir de notre déclaration de la tribune des Nations Unies, on coupe les relations diplomatiques avec l'État du Niger. On n'a pas entendu qu'ils ont convoqué notre ambassadeur à Bamako pour protester, pour dire quoi que ce soit. Donc je pense que... Le Niger pareillement. Oui, le Niger, oui, bon, le Niger, pour le Niger, vous l'avez dit, en dehors de la position, en tout cas la prise de position ou les propos du président de l'Assemblée CENI, personne n'a jugé utile de réagir. Donc pour eux, c'est un non-événement. Donc je pense que c'est pour ça, tout ce qu'il faut faire, c'est d'encourager justement à ce qu'il y ait de la retenue de part et d'autre et que les gens fassent, en tout cas, affinent davantage les stratégies pour pouvoir faire à cette insécurité vraiment qui perdure aux trois frontières. Moi, à mon avis, c'est ça qu'il faut faire. Bon, ça, c'est un incident qui est passé. Et puis bon... Consommer? Oui, bon, moi, je pense que c'est un peu ça. Sinon, ça n'aura pas un impact, en tout cas, sur les relations bilatérales entre le Niger et le Mali. Docteur, aussi lors de la dernière réunion des ministres de la Défense, si le Malien était présent,
Mais toujours est-il que moi je pense qu'on peut... Réunion de la défense de quelle organisation? Oui, du G5 Sahel. Je ne sais pas si le chef d'état-major non plus. Non, moi je pense qu'on peut tourner la page. Aux prochaines réunions, il faudrait quand même qu'il faut inviter les Maliens parce que nous sommes concernés. Quand les terroristes attaquent, là, ils ne se disent pas que non, une fois qu'on aura attaqué le Mali, on ne va pas attaquer le Niger. Ils vont s'implanter sûrement et puis après, ils vont créer beaucoup plus de désordre. Moi, je me dis que, en tout cas, c'est un incident clos. Cet incident-là, je pense que ça ne devrait même pas avoir lieu. Ça a eu lieu malheureusement, il faut le déplorer. Mais dans le fond, je pense que désormais, chacun doit savoir comment s'exprimer. Chacun doit tenir sa langue, la remuer 10 fois avant de pouvoir prononcer certaines choses. Nous n'avons pas trop à nous immiscer. Même s'il y a le principe de l'ingérence, peut-être dans le cas de la CEDEAO. Moi, je pense qu'il y a des limites. Quand il s'agit de toucher à l'honneur et à la dignité des peuples ou des dirigeants, il faut faire extrêmement attention. Il ne faut pas se lancer dans ces trucs. Parce que le problème, c'est que les hommes vont passer. Mais ces choses-là vont demeurer. Vous avez vu, dans les années 60, les propos que Modibo a tenus, aujourd'hui, les Maliens sont en train de les ramener. Pour dire que notre nationalisme ou notre patriotisme se fonde justement sur les propos ou le comportement du père fondateur que Modibo. Aujourd'hui, on est en train de réhabiliter Modibo alors que Modibo a été tué à Kidal dans le cadre de la diète par Traoré. Et Modibo lui-même, quand il a chassé l'armée malienne et l'armée française à l'époque, il a dit, je les fais partir, mais un traître va les faire. Et le traître, c'était qui? C'était Moussa Traoré. Moi, je me dis sincèrement, on n'a pas besoin de guerre avec les Maliens. Nous avons plutôt intérêt à nous entendre pour faire face à l'ennemi commun, puisque aujourd'hui, nous savons que le Burkina est devenu le ventre mou, en tout cas de la lutte antiterroriste. Ce n'est plus le Mali, c'est le Burkina où 40% du territoire burkinabé sont occupés par les terroristes. Donc, je me dis que si on ne se soude pas, comme dit Damiba, et ce qui va se passer, c'est qu'on risque de le payer extrêmement cher. Ces gens-là, ce ne sont pas des enfants de cœur. Contrairement à ce que les gens croient, les terroristes, là, pour eux, ce n'est pas une violence gratuite. Il faut que les gens sachent. Pour eux, cette violence-là, qui consiste à détruire, va amener justement les populations à les accepter et à accepter du coup la charia. Surtout l'État islamique. L'État islamique ne fait pas dans la dentelle. Tout récemment, c'est à 2 km de mon champ qu'ils ont attaqué. Ils ont tout brûlé, tout. Même les charrettes, ils les ont brûlées parce qu'ils ont intimé aux populations de quitter dans les 2 semaines qui suivent. Pourquoi? Parce que selon leurs propos, il y a de l'or dans la zone. Ça veut dire quelque part qu'en réalité, est-ce que ces terroristes-là ne sont pas soutenus par une main étrangère qui cherche à faire même basse sur nos régions? Moi, je me pose la question. Parce qu'à chaque fois qu'ils attaquent un village ou demandent aux populations d'un village de déguerpir, vous découvrez qu'il y a une sorte de l'or, du machin, en tout cas dans le sous-sol. Et c'est eux-mêmes qui le disent. Moi, je me dis, en tout cas, dans ce contexte-là, il faudrait que les autorités nigériennes, en tout cas, si vous considérez que les autres sont des petits, donc ne vous lancez pas dans une diatribe avec ces gens. Si vous considérez que c'est des gens qui ne valent pas la peine, en tout cas, ne vous lancez pas dans une guerre contre eux. Moi, je pense que le Niger a plutôt intérêt à reprendre langue avec le Mali. Et si vous voulez que le Mali revienne dans le G5 Sahel, à chaque fois qu'il y a une réunion, il faut inviter les... Si maintenant ils ne viennent pas, vous constatez qu'ils ne sont pas venus. Mais vous ne pouvez pas les ignorer et vouloir dans le même temps qu'il y ait une lutte en cas commune contre le terrorisme. Non, le Mali a dit officiellement qu'il suspend sa participation. Mais on peut l'inviter, C'est-à-dire que... La dernière réunion qui s'est tenue à Niamey, je crois la semaine dernière, la réunion là, c'était pour restructurer le G5 Sahel avec le départ du Mali. C'était ça. Donc, voilà, c'est maintenant G4, il n'y a plus, mais bon, G3 même, il faut dire. Parce que G3, parce que la Mauritanie, je ne vois pas. Je vois pas, parce qu'ils ne sont pas tellement impactés par l'insécurité. Absolument. Et alors, rapidement, du temps, deuxième sous-thème de Presse Plus, découvrons avec notre camarade de la rédaction de la télévision Bofferé, Boubou Karamono. Présidence de la République, une communication en panne. Plus qu'une interrogation, c'est un constat, voire un fait. En tout cas, c'est l'avis de beaucoup d'analystes. La com du président de la République va mal. Pourtant plébiscité dans les premières semaines, voire les premiers mois de son magistère, pour sa communication innovante et pertinente, le président Bazoum donne de plus en plus l'impression de se perdre dans sa com. Maladresse,
propos et attitudes contestables. Bref, la communication présidentielle s'en mêle de plus en plus les pinceaux et c'est pas drôle, loin s'en faut. Et sa dernière sortie, qui a consisté en une interview avec RFI et France 24 à New York, n'est pas pour arranger les choses. La com présidentielle en panne et pourquoi? À suivre le débat dans quelques instants. Bon, c'est un peu la suite logique du premier sous-thème. Communication, présidence de la République, une communication en panne. On en a, enfin, on l'a un peu effleuré, si je me rappelle, c'est même un sous-thème qu'on a l'habitude de débattre ici, mais pas, ça fait un bon moment. Et à la suite de ces différentes interventions, on a l'impression, et même la réaction par rapport à ce qui s'est passé au propos du Premier ministre par intérim malien, on a l'impression que la communication au niveau de la présidence est un peu mise à mal dès qu'il s'agit donc de s'exprimer. Et certains spécialistes ont dit, au fur et à mesure que le président de la République parle comme ça, il s'expose parce qu'il est toujours en première ligne dans le cadre de cette communication. Or, en principe, cela ne devrait pas se passer comme ça. On l'a bien vu au début de son mandat, les gens ici, et même ailleurs, ont bien loué la façon dont sa communication était menée, jusqu'à quelques semaines ou quelques mois après sa prise de fonction. Après, cela s'est détérioré. Au fur et à mesure, on a l'impression que la communication, elle est devenue plus personnelle. C'est lui qui l'a fait, ce n'est pas l'institution qui s'en charge. Bon, mais ce n'est pas surprenant, hein. Moi je pense, et ça n'a pas commencé avec lui, son prédécesseur même était comme ça. Bon, ce que moi je déplore, c'est comment veut dire, cette propension à vouloir communiquer avec les médias étrangers. Rarement tu les as vus par rapport même à des questions d'intérêt national localement. Ils s'exprimaient dans les médias, comment veut dire, les médias nationaux. Ils préfèrent, dès qu'ils sont à une réunion, que ce soit lui, que ce soit celui qui est actuellement Bazoum, le président Bazoum, ils préfèrent plus s'exprimer dans les médias occidentaux. Quand ils sont sollicités par RFI, par France 24, à chaque réunion, quand ils sortent, ils sont les premiers, quel que soit le nombre de présidents qui sont là, c'est eux qui sont ciblés et c'est eux qui sont prêts à s'exprimer. Sans prendre aucun gain, n'est-ce pas? Et bien évidemment, quand on se fait piéger de cette façon, je me dis quelque part, c'est que de l'autre côté, on ne tient pas compte, ou du moins ceux qui sont là, au niveau de la cellule communication, ils ne font pas correctement, parce qu'il faut quand même coacher la personne. Ce n'est pas à tout moment, à l'occasion de chaque réunion, dès qu'on vous approche, on peut même les réveiller, ils sont prêts à répondre. Comme faisait Boisvouillet quand il réveille les chefs d'État, c'est que les gens ils ne font pas avec leur... Alors que vous devez communiquer d'abord pour vos populations. C'est d'abord nous qui avions besoin d'informations, avant que ce soit l'information. Mais on a beaucoup plus aujourd'hui d'informations, et pas eux seuls. Hein. Ce n'est pas juste au niveau du sommet. Même au niveau, comment dire, je veux dire les ministres et autres, ils préfèrent plus communiquer avec les médias occidentaux. Et ça, c'est choquant. Parce que vous devez d'abord donner l'information à vos populations. Et j'appelle ça quelque part un complexe qui n'a que trop duré. Et on a vu, au-delà même que ce soit les médias audiovisuels, même les médias internationaux, la presse internationale, quand ils vont, il y a des journaux dans lesquels ils vont s'exprimer, donner des interviews. Cherchez une interview avec vous allez voir. C'est la croix et la bannière. Alors moi, j'ai dit à partir de ce moment, moi, je qualifie ça de complexe. Vous ne voulez pas communiquer en direction de votre peuple, mais vous voulez faire cette communication à travers des créneaux étrangers. Ça n'a aucun sens. Et naturellement, dans ce genre de choses, c'est souvent des pièges, parce que ces médias, ces journalistes qui viennent s'asseoir devant vous, d'abord, ils viennent avec une certaine, comment vais-je dire, c'est la condescendance, voilà. Et quand ils vous parlent même, c'est comme s'ils parlent à un, comment vais-je dire, quand ils vous toisent, c'est comme s'ils parlent à un individu ordinaire, comme ça. Ce qui n'est pas possible chez eux, n'est-ce pas?
Voilà un peu comment ils se font piéger. Et naturellement, tant que ça va continuer comme ça, ils vont toujours raconter, dire des boucs qui vont être, comment je veux dire, exploités autrement. Une communication en panne? Non, en fait, c'est plus profond que ça. C'est pas un piège. C'est voulu comme ça. Parce que je ne sais pas si c'est le même système qui se poursuit du moins. Mais en tout cas, durant il y a un contrat qu'on a signé avec Image 7. Et qui avait une déléguée à la personne de Marie-Louise ici. Et elle a l'obligation. Image 7 de Anomou. Hein. Voilà. Elle a l'obligation, à chaque fois que le président nigérien se déplace, elle a l'obligation de lui trouver des interviews. Elle a cette obligation, elle doit le faire. Et elle remplit c'est un carnet de charge, c'est son contrat qui le dit. Donc peu importe le média, mais en tout cas elle a une obligation, il faut que le président soit visible. Il faut que sa parole soit audible, il faut qu'il soit audible. Et c'est ça le problème qu'on a vécu. À un moment, ça ne se limitait pas au président, ça s'est limité pratiquement à tout l'exécutif. Au cabinet du Premier ministre, plusieurs fois, à Paris ou à Bruxelles, nous on a décommandé parce que on n'était pas en mesure de dire ce qu'ils ont besoin qu'on dise. Parce que quand même, le Premier ministre, c'est pas lui l'élu, c'est un nommé. Si le président peut dire tout et n'importe quoi et que ça passe, un Premier ministre ne peut pas le dire. C'était ça mon argument. Je disais non. Nous, on ne peut pas dire certaines choses. Le Premier ministre ne peut pas parler comme le président peut le faire. Parce que le président, il a le dollar, je peux dire ce qu'il a, ça engage l'État du Niger, mais ça engage d'abord lui en premier. Ça engage d'abord l'État du Niger. Oui, ça j'ai dit. Mais, non, mais il parle quand même au nom de l'État du Niger. Mais le Premier ministre ne peut pas, dans ces conditions, dire certaines choses sans avoir discuté avec son président pour savoir c'est les bonnes démarches. Et c'est comme ça, moi j'ai toujours botté en touche par rapport à ça. Donc, tant que le président maintient un contrat comme ça lui-même, et que autour de lui, les gens sont dans ce même contrat, c'est normal qu'on a ça. Rappelez-vous l'affaire de Charlie. Le président arrive à Paris, de l'aéroport, paf, il y avait les cas, France 24 qui l'attendait chez lui à la résidence. Il fait ça comme désastreuse. Ici, on a refusé qu'elle passe, mais ils ont passé par d'autres moyens pour qu'elle passe quand même à l'intérieur. Et avec le résultat qu'on sait. Donc, c'est un choix, c'est pas chose. Maintenant, je me demande si Bazoum est toujours dans cette logique ou pas, je ne sais pas. Mais s'il y a toujours ce contrat, effectivement, ça va aussi possible. Et c'est des contrats très riches. Et je dis très riches. Très onéreux. Bon, c'est très onéreux. C'est des centaines de millions. Non, c'est même pas des milliards. C'est des milliards même. En fait, une seule intervention de ce genre frôle les 60 millions. Donc, ouais, c'est nous qui payons pour nous détruire quelque part. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est en cela que je vous rejoins. Peut-être c'est le complexe des médias occidentaux qu'on a. Or, les médias occidentaux, c'est désastreux. Oui, mais d'accord, on a vu, vous avez donné plusieurs exemples par rapport à Issoufou, c'est vrai, et c'est généralement à l'extérieur. Mais sauf que ce que Hussein dit aussi est vrai, avec Bazoum, et c'est lui qui est le président de la République actuellement, c'est pourquoi on se demande si sa communication est en panne. Ces interventions, souvent, il les fait ici, qu'on lui a reproché des propos, notamment. On peut relever, entre autres, la veille de l'arrivée du convoi de Barkhane ici, qui quittait machin, il a fait une interview à des télévisions, à des médias locaux, où il avait un peu dit que, bon, l'aide de la France, il avait voulu justifier la présence de la France, etc. Des propos jugés maladroits par beaucoup d'observateurs ont été tenus. On peut relever aussi, au moment où il a rencontré... les journalistes non, je crois que c'est dans le cadre de l'éducation, à Mahatma Gandhi, quand il a parlé sur la polygamie. Ces propos également ont prêté à interprétation, ça a fait beaucoup de bouquins. On se rappelle également au cours de la réunion des cadres, ici, au Mahatma Gandhi toujours, où il avait dit qu'il a reçu des chefs djihadistes à la présidence, qu'il a fait libérer. Ouais. Et puis, comment dire, des interventions comme ça,
où il n'était pas forcément obligé de se mettre en première ligne. Si vous avez suivi. Et voir des séries comme ça, et les interviews, effectivement, à France 24, il y en a eu deux ici, avant celle de New York. Je vous disais qu'une communication, elle doit tenir compte non seulement de l'opportunité, mais du contexte. Si j'ai rappelé cette histoire de Galilée, il a cette conviction, c'est peut-être vrai ce qu'il dit, mais tant que ça n'encadre pas avec les faits du moment, on passe toujours à côté. Et c'est ça aujourd'hui le véritable problème qu'on assiste avec lui. Il ne juge pas de l'opportunité, du contexte, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu les mots pour revenir à l'interview de New York. Certains mots lui ont été soufflés même par les journalistes. Pour le condamner et d'autres pour lui permettre de se racheter. Parce que quand il a parlé, Bourvil il a tenu la perche pour lui demander s'il était parmi, il semble que vous étiez parmi les États qui étaient contre. Non, qui étaient pour le maintien des sanctions. Donc il aurait dû saisir cette balle au bon pour rectifier, pour dire voilà en fait pourquoi il a dit. Mais il est passé sous silence. Et quand on l'a soufflé le mot traite, il a repris à son compte. Donc, il ne tient pas compte de beaucoup de facteurs. C'est vrai, comme il aime lui-même le dire, c'est pas à un certain âge qu'on peut changer, mais quand même quand vous dirigez une nation et quand aujourd'hui les choses peuvent être reliées avec le phénomène des réseaux sociaux, parce que si ce n'est pas les réseaux sociaux, peut-être ça peut se contenir, on peut couper. Ici, il y a plusieurs. Mais en principe, il y a des gens qui doivent s'occuper de ça. Mais il y a des gens dont c'est le travail. Excusez-moi. Il y a des gens dont c'est le travail. Voilà, mais en fait, les gens dont c'est le travail, on vous dit. Parce que conseiller un président du genre Bazoum, parfois c'est un peu difficile. Parce que un président, si vous le conseillez, il faut que vous soyez, il faut qu'il écoute, il accepte. Parce que quand même c'est une science, comme toutes les autres. Il faut qu'il accepte qu'il ne connaît pas. Parce que vous voyez, à la différence de Youssouf quand même, Youssouf, quoi qu'on dise, c'est quelqu'un, il ne va jamais, si c'est organisé, il est toujours documenté. Il fait remonter les choses. Et c'est peut-être parfois ces choses qui sont remontées parce que certains veulent faire le plaisir, qui l'ont dit en erreur. Et quand il se rend compte, il corrige ça. Or, aujourd'hui, pour le cas de Bazoum, vous avez l'impression que la cellule comme elle se contente juste de faire du bling-bling, audience. Non, c'est pas ça, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Aujourd'hui, Bazoum, il a un discours porteur, où il pouvait se vendre comme disent les publicistes, mais le moteur, le vecteur utilisé pose toujours problème. Et il faut que lui-même, il se rende compte. Vous avez l'impression qu'il ne se rend pas compte, parce qu'après ce qui s'est passé à New York, quand même, moi je pensais qu'ici, on doit observer un temps pour dire, bon, écoute, il faut qu'on arrête, comment régler tout ça là. Mais bon, ça continue de plus belle jusqu'à présent. Oui, docteur moi, est-ce que j'ai quelque chose à dire, parce que c'est le domaine de spécialiste de la communication. Moi, je pense que pour moi, ça dépend de l'objectif. La communication qu'on veut faire, est-ce que c'est à l'interne ou bien c'est à l'international? Peut-être ce que Hussein a dit, peut-être de temps en temps, la cellule communication doit concevoir une communication institutionnelle pour le public, en tout cas pour les Nigériens, où le président peut-être doit s'adresser. Peut-être ce qu'ils ont retenu dans leur communication pour le régime de façon générale, c'est seulement à l'occasion, en tout cas, de certains événements solennels où le président fait l'adresse à la nation. C'est ça qui concerne les Nigériens. Mais comme Tradam l'a dit ici, il y a un contrat qui est passé avec, je ne sais pas si c'est une agence de communication, où à chaque fois il se déplace, donc c'est au voyage officiel à l'extérieur, il faut assurer une interview. Bon, ça, je pense que c'est pour la communauté internationale. Tout ça, pour moi, peut-être c'est ça qu'il faut revoir. Est-ce que en particulier, le président Bazoum n'a pas beaucoup plus besoin de communiquer à l'interne plutôt qu'à l'extérieur, à l'international, tel que le président Issoufou le fait. Peut-être, je ne sais pas, je n'en sais rien. Bon, absolument. Parce que là, ici, il y a le truc formel, le cadre, le contexte, l'opportunité, etc. Donc, l'opportunité des interviews, l'opportunité qui est offerte au cours de ses déplacements et tout. Mais il y a aussi le contenu, il y a ce qu'il dit, il y a le message qu'il veut porter, comment il le porte, etc. Le contenu est important. Et parfois, on le prend à défaut sur les propos qu'il tient. Est-ce que cela veut dire que, bon, ces propos ne sont pas, il n'est pas encadré à l'avance?
coacher par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Il faut souvent prendre l'habitude d'esquiver aussi certaines questions. Pourquoi? Parce que, c'est pas parce que je n'ai pas la réponse, mais peut-être que si je le dis tel que je voudrais le dire, ça peut créer des problèmes, etc. Mais vous savez, on a deux problèmes. On a un problème diplomatique et un problème de communication. Les deux domaines-là, chez eux, ce n'est pas important quand il s'agit de porter un message à l'interne. Tout le travail de Issoufou et de Bazoum, c'est de plaire à la communauté internationale. Or, la communication est une science. Et tu ne t'improvises pas communicateur. Et le problème, tu ne t'improvises pas aussi diplomate. Tu ne peux pas passer des cailloux à la diplomatie ou de la philosophie et à la communication si tu n'as pas été formé. Bazoum, son problème est qu'on a l'impression, depuis le contrat là date de moins une dizaine d'années, je crois, avec Image. Donc, on a l'impression que les gens ne contextualisent pas leur intervention. Est-ce qu'il a besoin d'aller aux Nations Unies pour parler de ces choses-là? Non. Ce n'est pas parce que vous avez un contrat que nécessairement... Moi, je me dis, vous avez un contrat avec un cabinet de communication, mais la cellule de communication doit avoir son mot à dire. Si vous venez interviewer le président, les questions portent sur quoi? Oui. Et même étant en pleine communication, moi je pense qu'il y a quand même un élément de la cellule de communication qui doit être à côté. Surtout que c'est pas le direct. Oui, c'est pas. Oui, écoutez, s'il y a un dérapage, on arrête là. Ou bien, en tout cas, ces questions que vous posez là ne font pas partie, en tout cas, du tableau que vous nous avez présenté. Donc, dans ces conditions, le président n'est pas tenu de. Mais vous voyez que lui, c'est spontané. Dès qu'on lui donne le micro, il va dans tous les sens. Non, ça là, ce n'est pas une communication présidentielle. Regardez un peu partout comment ça se passe. Il y a une cellule de communication à la présidence qui se charge justement de tout ce que le président entreprend comme communication. Ce n'est pas par hasard. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il suffit de 2 ou 3 mots souvent pour gâter tout ce que vous avez. Et ça m'amène peut-être à vous parler de Hamzari là. Si Hamzari considère qu'il faut rendre visible les actions du président Bazoum, ça veut dire que Hamzari se rend compte qu'en réalité, la communication présidentielle tangue, ou qu'elle n'existe même pas, ou qu'elle est désordonnée. Donc moi, je me dis sincèrement qu'à partir de ce fait, il faut peut-être... Vous avez vu même le porte-parole du gouvernement. Moi, la dernière fois, je me rappelle, il dit non, que Barkhane n'est pas là pour intervenir. Pour intervenir. Barkhane est là pour faire quoi? Peut-être pour faire du défilé. Non, si vous l'avez écouté sur RFI. Non, si vous n'avez pas d'éléments, même si RFI vous invite, n'y allez pas. Il va là-bas, il dit non, Barkhane, je vous informe, Barkhane. Mais pourquoi Barkhane est là? Vous n'avez même pas besoin d'aller loin. Sincèrement, je pense que c'est des gens... Vous voyez, moi j'ai travaillé à la présidence, la communication pour eux, à l'interne là, surtout la cellule de communication, ça se résume à des réunions misérables où les gens viennent distribuer des per diem, on les fait manger, on dit bon, sur Internet là, il faut aller répondre à un tel. Non, je pense que ça, c'est pas une communication présidentielle. Ça a besoin de spécialistes, ça a besoin d'être d'une reprise en main et peut-être même créer un poste de porte-parole de la présidence ou du gouvernement qui, en réalité, va lire. Il y a des circonstances dans lesquelles vous n'êtes pas obligé d'intervenir. Ou bien vous faites un discours, vous faites une déclaration, les journalistes veulent vous... Oui, et puis terminé. Mais je pense que ça a besoin d'organisation. Voilà, ça a besoin d'organisation, la présidence a besoin d'organisation, et Bazoum a besoin justement de se mettre en retrait pour mettre des gens... Parce que le problème fondamental, c'est qu'il est trop exposé. Trop. Il aime s'exposer. Non, il est trop exposé. Non, c'est comme ce que tu viens de dire, il aime s'exposer pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils connaissent tout, ils maîtrisent tout. Oui. Et alors, quand vous êtes en face des journalistes, quand vous voyez comment Bouaouvier prend souvent les chefs d'État, la même question peut être posée autrement, plusieurs fois. Vous esquivez, la question va revenir un peu plus loin, ainsi de suite. Mais alors, quand vous n'êtes pas aguerri, bien évidemment, vous allez tomber dans le piège. N'est-ce pas? En fait, je mettrais il n'est pas chose. C'est pas parce qu'il ne s'expose pas. Mais vous savez, il y a deux. Et c'est très politique ce qui est en train de se passer. Vous savez, Issoufou, s'il a réussi, entre guillemets, à être stable en matière de communication, à se vendre surtout à l'international et à l'intérieur aussi, c'est parce que Issoufou avait quand même
deux lieutenants qui étaient très acerbes, très vaillants. C'est l'actuel président Bazoum et le ministre d'État Massaoudou. C'est eux qui étaient quand même à l'époque. À certaines occasions, c'est eux qui s'exprimaient. Au lieu du président. Voilà. Ils prenaient le coup pour lui. Voilà. Qui encaissait le coup. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, Bazoum n'a personne autour de lui qui prend le coup pour lui. En tout cas, personne d'un grand gabarit. Aussi bien de la communication que dans tous les domaines. Il n'a pas des gens qui sont en mesure de prendre le coup, qui peuvent s'exprimer et dans lesquels il va se retrouver. Et c'est ça peut-être aujourd'hui qui l'oblige lui à s'exposer, à être en première ligne et à être toujours devant les médias en train de vouloir expliquer parfois ce que lui, en tant que chef d'État qui reçoit tout, n'est pas forcément à mesure de restituer. Et c'est peut-être fondamentalement ça le véritable problème, avant même celui de la cellule de communication. Et la cellule de communication, moi, je n'ai rien contre la jeunesse, nous on est tous passés par là, mais pour conseiller un chef d'État, il faut quand même avoir un certain niveau, un certain background. Bon, moi peut-être, j'ai démarré aussi très jeune, c'est vrai, mais il faut avoir un chef, même si vous êtes jeune, moi à l'époque j'avais 27 ans, mais j'avais quand même un chef qui acceptait, qui comprenait et qu'on discutait de tu à toi. Que je peux trouver dans toutes les postures possibles dans sa chambre pour qu'on discute d'un sujet. Si vous n'avez pas un chef comme ça, effectivement, si ça se limite aux relations bureau, là, effectivement, un communicateur, ce n'est pas comme un financier, ce n'est pas comme un enseignant. Non, la communication, c'est comme... C'est vraiment... Quand vous parlez de chef d'État, pas seulement le chef d'État, un chef simplement. Oui, un chef, non, je n'ai pas parlé de chef d'État, j'ai dit un chef, justement. Les chefs d'État y compris, on a vu ailleurs, et même ici, à certaines époques, quand on est chargé de communication, et surtout de vendre l'image quand même de son patron et tout, mais on insiste, on ne se contente pas seulement de, bon, quand il n'est pas content des remarques, vous laissez tomber, vous dites, vous avez peur, vous renfourez. Non, on insiste, on trouve des approches, parfois on l'oblige, entre griffes. Non, c'est même pas entre griffes. Oui, on l'oblige pratiquement, parce que c'est dans l'intérêt de deux, vous le savez. Non seulement c'est votre devoir à vous, c'est votre travail, mais lui aussi, c'est dans son intérêt, l'amener à comprendre que voilà, c'est comme ça que... Mais bon, quand vous dites que bon, le président, lui, s'il n'est pas content, il n'accepte pas. Donc bon, les autres sont obligés de le laisser tranquille, et quand ça pète, quand la bourde arrive, on se regarde les uns les autres. Et puis... Mais un chef d'État face à son conseil en communication, son attaché de presse, il n'a pas la même rectitude par rapport aux autres. Parce que lui, c'est vraiment... Vous devez faire corps avec lui. Quand vous ne faites pas corps avec lui, ça ne peut pas aller. Et pour le moment, le président, par exemple, doit chercher... Voilà, vous savez, quand j'appelle à son âme, les gens pensaient qu'il était rigide, mais c'est quelqu'un, il est en train de parler, on dit non. On arrête la caméra. Oui, absolument. On dit non, ça là, il faut qu'on reprenne. Oui, absolument. Donc, il faut, et Barry, c'était la même chose. Brigitte, c'est encore... Donc, il faut des gens qui se disent non, tu n'es pas là pour les nuire. Tu es là parce que s'ils réussissent, c'est toi. Parce que normalement, quand ça ne va pas, c'est le premier à être balayé, le communicateur. Revenir à ce que j'ai dit là. Ces gens-là considèrent que ça ne vaut rien. Oui. Communication et puis diplomatie là, ils peuvent tout se permettre. Tu vas revenir à alors que c'est pas vrai. C'est une science. La communication, c'est une science. Absolument. La une du canard en furie, la preuve, tout le monde s'improvise comme voilà, aujourd'hui, le canard en furie titre quand Mohamed Bazoum emboîte le pas à Issoufou Mahamadou dans le déni de la réalité. Quand Bazoum Mohamed emboîte le pas à Issoufou Mahamadou dans le déni de la réalité. Là, le journal fait allusion au dernier propos, celui sur la marche. Et le journal Le Courrier titre la communication maladroite de Bazoum. La communication maladroite de Bazoum. Et puis l'enquêteur, dans sa parution du 26 septembre, titre la com frélatée d'un président hors sol. La com frélatée d'un président hors sol. Et puis il donne un confrère qui revient sur l'image, et c'est important pour l'image donc du président de la République, donc du personnage en question. Et le hérisson dit Mohamed Bazoum, vedette africaine de la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Mohamed Bazoum, vedette africaine de la 77e Assemblée générale des Nations Unies.
Bon, et malheureusement, ce n'est pas des choses qu'il faut marteler pour qu'elles soient. Il faut les faire dans les actes. C'est ça, le monde d'aujourd'hui, lui qui titre par contre, oui, parce que le monde d'aujourd'hui qui titre par contre, communication présidentielle, Issoufou dame le pion à Bazoum. Pour notre confrère, Issoufou a été plus visible, même si lui, ce n'est pas tout à fait un officiel par rapport à moi. Il a été plus visible au niveau de cette AG, de cette réunion des Nations Unies que Bazoum. Communication présidentielle, Issoufou dame le pion à Bazoum. Vous en pensez quoi, Ousseini? Faire rapidement donner tour de table. Oui, mais on revient à la même chose. On revient à la même chose. Moi, je vais, comme on avait dit, mais limiter à ce que Bounti dit. En réalité, le problème avec ces gens, ils pensent maîtriser tout. Donc, je vous donne un peu le grain à moudre alors pour m'enchaîner et tous les cas d'art, on finit comme ça. Et voilà je ne sais pas ce que vous pensez de ces propos. Il y a beaucoup d'analystes qui pensent que c'était des propos maladroits qui n'auraient pas dû tenir. Deux petits extraits du président au cours de cette interview. D'abord, le premier, je propose de suivre, c'est dans cette interview, avant de parler donc de la situation sur les manifs de la société civile, Bazoum a tenu des propos sur lui en tant qu'élu national. Il devrait être plus à l'écoute des populations. Je propose de suivre. Au Niger, moi qui suis élu de façon démocratique et qui est pour ambition de faire en sorte que notre parti reste au pouvoir le plus longtemps possible, je fais très attention à mon opinion et je me garderai absolument d'être en décalage avec elle. Si ce que vous dites est vrai, je serai le premier à le sentir et je serai par conséquent le premier à avoir l'attitude que me commandent mes intérêts. Au Niger, je ne pense pas que ce soit une préoccupation. Donc on comprend ce qu'il voulait dire, mais par rapport à ce qu'il a dit, et donc on a des difficultés à saisir. On lit le premier, on lit au premier degré et on n'arrive pas à avoir le vrai message qu'il avait voulu sortir. Le vrai message qu'il a voulu sortir en fond, c'est que lui, en tant que l'élu national, et qui aspire faire un bon mandat pour que leur parti continue. Donc c'est lui qui a, donc lui son intérêt, c'est d'être en phase avec l'opinion. Mais quand il dit moi présent qui suis l'élu national et qui est l'ambition que mon parti demeure. Donc, vous voyez, en fait, c'est ça. Bien évidemment, c'est ce genre de choses-là. Parce que d'abord, normalement, dans ce genre de contexte-là, parce que c'est en lien avec un peu la manifestation, ils voulaient minimiser en disant que ça a mobilisé moins de 500 personnes. Ok, d'accord. Considérons le premier plan. Mais tout ce qu'il a dit là, en réalité, il doit être au-dessus de la mêlée. Ce n'est pas le lieu ni l'endroit indiqué pour venir parler que son ambition, c'est de vouloir que son parti reste longtemps au pouvoir. Ça a choqué les gens. Parce que ça veut dire que le parti est plus important que les intérêts ou du moins travailler pour le bonheur du peuple. Tout ce qu'il est en train de faire, il est en train de travailler pour que son parti se consolide au pouvoir. Et c'est exactement l'interprétation que les gens ont eue. Voilà. Alors que c'est quand même s'il a été un peu... Le message qu'il vous dit, c'est pas ça le message. Mais c'est ça que les gens retiennent. Absolument. Les gens ont lu au premier degré. Mais les gens vont lire au... Absolument. Et c'est ça le problème. Mais c'est pourquoi j'ai dit, la communication, Bounti l'a appelé, c'est une science. Vous voulez dire des choses avec des mots qui peuvent être compris autrement. Et ce qu'il a utilisé, effectivement, les gens ont lu au premier degré et tout le monde lui est rentré dedans. Parce que tout le monde... Et lui-même, il le sait qu'un président, une fois que tu es élu, tu prêtes serment, ce n'est plus un parti politique. Voilà. Ça, c'est sûr. Mais en choisissant des mots comme ça, et ça, malheureusement, comme on l'a dit tous dit ici, tant que autour de lui, il n'y a pas des gens qui ont la jugeote pour comprendre ça vite, pour le souffler, parce que c'est une interview, mais tu peux glisser, parce que c'est pas toujours qu'il y a le plein, tu peux lui glisser des mots. Il peut revenir là-dessus, il peut revenir sur ce qu'il a dit. Attention, mais effectivement, si autour de lui, tout le monde pense que c'est bon ce qu'il a dit, c'est lui le chef, il a parlé, bon, ça va toujours continuer comme ça. Oui, bon, moi je pense que ce qu'ils disent là, c'est d'autant vrai que
Justement, quand on l'écoute, il voulait simplement dire que lui, en tant que président démocratiquement élu, il doit être en phase avec l'opinion. Mais bon, il l'a dit autrement, justement. Peut-être c'est pour ça, moi je pense qu'il est nécessaire qu'il soit encadré par un conseil en communication qui doit vérifier. Bunt l'a rappelé, je pense que c'est comme ça que ça se fait. Lorsque des journalistes souhaitent des interviews, je crois qu'avec les autorités, d'habitude vous prenez les questions, vous devrez savoir quel type de questions. Pas les questions forcément. Comment ça se fait? Les domaines. Les domaines, ok, les domaines d'intervention un peu, voilà, pour un peu encadrer si c'est une question à laquelle il doit répondre ou le conseiller doit faire le gendarme vraiment de... Maintenant, l'autre chose, c'est la preuve, ce que on se rappelle, les premiers jours de l'arrivée du président Bazoum avec Wazir Amada à la communication, tout le monde a salué. C'était vraiment une communication où il faisait ça de façon plus ou moins professionnelle. Je ne sais pas si c'est un professionnel de la communication ou pas. Bon, voilà. Bon, on l'a fait partir. Peut-être maintenant, il n'y a pas des gens qui portent cette science, comme Boult le dit, pour pouvoir vraiment faire en sorte qu'il y ait une bonne communication institutionnelle et qu'on puisse vraiment le comprendre ce qu'il dit, sans pour autant que, bon, à chaque fois quand il parle, que les gens vraiment s'offusquent de ce qu'il dit, voilà, comprendre autrement le contrôle de ce qu'il veut dire. Je pense que la communication doit être précise, comme disent les juristes, il faut que ça soit, la communication doit être précise et concise, il faut vraiment aller directement. C'est exactement comme les juristes. Exactement, c'est du voilà, c'est ça. On a vu ça aussi, quand il a parlé, comme avait dit, qu'il a fait libérer des chefs. Oui, ça ne se dit pas. Oui. C'est après que d'autres ont voulu rattraper. Non, mais bien sûr, c'est ça. Même chose sur la polygamie, quand il a dit que c'est lui qui veut prendre une femme supplémentaire, que lui, il ne va pas l'accepter. Voilà, oui, on finit avec ça. Sincèrement, il faut un peu mettre de l'ordre dans tout ça là. Moi, j'étais à la présidence à un moment. Sincèrement, je pense que les choses sont en train de déraper. Il faudrait qu'on y mette fin. Il faut qu'ils choisissent un cabinet, en tout cas des personnalités susceptibles de l'encadrer. La communication, ce n'est pas la philo-politique. Voilà. Moi, je me dis que ce n'est pas la philosophie politique, c'est un art et en même temps une science. Sincèrement, il faut s'entourer de spécialistes. Il ne faut pas minimiser le rôle du communicateur. C'est extrêmement important. Et vous avez vu, même dans les grandes démocraties, avant-hier, je crois que l'autre, il a dérapé, le Biden. Mais rapidement, son porte-parole est venu pour essayer de mettre... Oui. Je crois que Biden se rappelle même des gens qui sont morts là. Il rentre dans son bureau, il les appelle. Donc, mais tout ça là, les gens... Pour les chefs d'État africains, c'est celle qui s'est passée sous Wade au siège à Addis Abeba. On lui a posé la question sur l'attaque qui a eu lieu dans la matinée, non, dans l'après-midi, dans la forêt de Ziguinchor. Lui, chef d'État, il était à Addis. On l'a dit l'information, mais les services n'ont pas corroboré, il n'a pas les éléments. On lui a posé la question tout de suite. Il était éberlué, mais il y a une cohorte de conseillers, chacun lui a glissé des réponses. Oui, des réponses pour pouvoir répondre. C'est ça. Donc, il faut des gens qui soient alertes et qui soient vraiment en phase avec vous. Qui, dès qu'ils vous disent quelque chose, c'est la vérité qu'ils vous ont dit, parce qu'ils n'ont aucun intérêt à vous nuire. Un communicateur ne peut jamais nuire à son patron. Donc, mais vous avez l'impression qu'ici, non, il peut être de votre parti ou d'un parti. Un professionnel, c'est un professionnel, pas de. Non, parce qu'ici on raisonne toujours en parti. C'est ça le problème. C'est véritablement ça le problème. Aujourd'hui, il est dans sa deuxième année, mais sur ce côté, il a vraiment beaucoup d'efforts à faire pour pouvoir avancer. Parce qu'aujourd'hui, même si Moussa, Hamzori est en train de naître, mais Hamzori est en train de naître sur un vide communicationnel. Parce que même ça, c'est une entrave pour la communication. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On veut encore créer notre suppositoire pour pouvoir gérer le problème. Pour ça, tant que le fondamental n'est pas résolu, le reste ne va jamais aller. Il faut espérer qu'il se ressaisisse et qu'il abandonne les interventions à tout vent pour que
sincèrement, notre image ne continue pas à être écornée. Moi, je me dis que, sincèrement, il faut faire appel à des spécialistes. Ces blancs-là qui organisent, ils nous coûtent des millions, des milliards. Non, et puis, c'est le contribuable nigérien qui paye pour que le président dise n'importe quoi. Je pense non, et puis c'est même pas une affaire de blanc. Aujourd'hui, nous avons été tous dans les mêmes écoles que ces blancs-là. Ces blancs-là, même chez eux, ils ne sont pas des lumières. Donc, pourquoi voulez-vous? C'est un peu ce que vous avez dit. Il faut qu'on évite d'avoir le complexe de blanc. Nous avons fait tous les mêmes écoles, donc on peut faire la même chose. Absolument. Merci Traoré Daouda, merci Dr Amadou Diallo, merci Dr Amadou Sambaka, merci Hussein Issa. Merci mesdames et messieurs de nous avoir reçus chez vous pour plus de ce jour. Excellente fin de semaine sur le programme de la télévision Bonferré. À la semaine prochaine, Inch'Allah, au revoir. Non, ils connaissent tout, hein.